L'aube colorait à peine le ciel d'une teinte bleutée lorsque Martin Leroy se réveilla en sursaut. Une sensation étrange l'avait tiré du sommeil, comme un pressentiment lancinant qui refusait de le laisser en paix. Dehors, le vent soufflait contre les volets mal ajustés de sa vieille ferme, produisant un grincement rythmique qui avait bercé des générations de Leroy avant lui. Mais ce matin-là, un autre son se mêlait au concert habituel des bruits de la campagne. Martin enfila rapidement son pantalon usé et sa chemise de flanelle, puis chaussa ses bottes boueuses. Du haut de ses 53 ans, il connaissait chaque recoin de cette terre qu'il avait vue naître, chaque murmure qu'elle pouvait produire. Et ce qu'il entendait à présent n'était pas normal. Il traversa la cuisine aux murs défraîchis, où les ustensiles pendaient au même crochet que du temps de sa grand-mère. La cafetière italienne attendait sur la cuisinière, fidèle compagne des matins difficiles, mais Martin n'avait pas le temps pour son rituel quotidien. Il poussa la porte qui donnait sur l'arrière-cour et fut accueilli par la morsure d'un froid inhabituel pour un mois d'avril. Le son qui l'avait réveillé était plus clair maintenant, un hennissement faible, presque un gémissement, qui provenait de la lisière du bois bordant sa propriété. Martin fronça les sourcils. Il n'avait plus de chevaux depuis que Tempête, sa jument alezane, était morte 3 ans auparavant. Cette perte l'avait profondément affecté, au point qu'il avait vendu ses autres équidés, incapable de supporter leur présence qui lui rappelait trop douloureusement sa compagne de 20 ans. Il se dirigea vers la source du bruit, ses pas écrasant l'herbe humide de rosée. Le soleil commençait tout juste à poindre derrière les collines, étirant les ombres des arbres comme de longs doigts sur sa propriété. Les poules s'agitaient déjà dans leur enclos, et Gaspard, son vieux chien de berger, trottait à ses côtés, les oreilles dressées en signe d'alerte. En atteignant l'orée du bois, Martin sentit son cœur se serrer. Là, couché sur le flanc dans un creux de terrain, gisait un cheval d'une maigreur effrayante. C'était un étalon à la robe noire, ou du moins ce qui avait dû être noir avant que la poussière, la boue et ce qui semblait être du sang séché ne ternissent son pelage. Ses flancs se soulevaient faiblement au rythme d'une respiration laborieuse, et ses yeux, mi-clos, reflétaient une souffrance qui serra la gorge de Martin. « Mon Dieu !» murmura-t-il en s'approchant lentement pour ne pas effrayer l'animal. Le cheval tenta de se redresser à son approche, mais retomba aussitôt, trop faible pour soutenir son propre poids. Martin remarqua alors les marques sur son corps, des traces de coups, des coupures mal cicatrisées, et surtout une blessure profonde à la cuisse droite qui saignait encore légèrement. « Qui t'a fait ça, mon beau ?» souffla-t-il en s'agenouillant près de l'animal. Avec précaution, il tendit la main. Le cheval eut un mouvement de recul, mais n'avait pas la force de fuir. Ses naseaux dilatés et son souffle court trahissaient sa peur autant que son épuisement. Martin laissa sa main en suspens, à quelques centimètres du museau de l'animal, lui laissant le temps de s'habituer à sa présence et à son odeur. « Je ne te ferai pas de mal, » dit-il doucement. « Je veux t'aider. » Après quelques instants, le cheval tendit légèrement le cou, juste assez pour que ses naseaux effleurent les doigts calleux du fermier. Ce simple contact, cette confiance naissante, remua quelque chose en Martin qu'il croyait mort depuis longtemps. Il caressa doucement l'encolure de l'animal, sentant sous ses doigts les os saillants et les blessures à vif. Il fallait agir vite. Le cheval était dans un état critique et avait besoin de soins urgents. Mais comment le déplacer? Dans son état, l'animal ne pourrait pas marcher jusqu'à la ferme. Martin retourna rapidement vers sa maison, le cœur battant. Il n'avait pas ressenti une telle urgence depuis des années, comme si sa propre vie dépendait de celle de ce cheval abandonné. Il attela son vieux tracteur à une remorque plate qu'il utilisait habituellement pour transporter du foin, puis revint près de l'animal blessé. Avec d'infinies précautions et beaucoup de patience, il parvint à hisser le cheval sur la remorque, utilisant des couvertures pour créer une surface plus confortable et moins glissante. Chaque gémissement de l'animal était comme une lame dans le cœur du fermier. Une fois le cheval installé, Martin démarra le tracteur et avança au pas, attentif au moindre chaos qui pourrait causer plus de souffrance à son fragile passager. Il transforma rapidement une partie de sa grange en abri pour le convalescent, installant de la paille fraîche et remplissant un abreuvoir. Puis il examina plus attentivement les blessures. Certaines étaient anciennes,
d'autres récentes, mais toutes racontaient une histoire de maltraitance qui fit monter en lui une colère sourde. « Qui a bien pu te mettre dans cet état ?» murmura-t-il en nettoyant délicatement les plaies avec de l'eau tiède. Martin n'était pas vétérinaire, mais il avait passé sa vie entière avec des animaux. Il savait reconnaître les signes de malnutrition, de déshydratation et de mauvais traitement. Ce cheval avait été battu régulièrement, à en juger par les marques de différents âges. Et récemment, il s'était échappé ou avait été abandonné, parcourant Dieu sait quelle distance avant de s'effondrer à la lisière de sa propriété. Il prépara un mélange d'eau tiède, de miel et de sel, qu'il présenta au cheval dans un seau peu profond. L'animal hésita, puis commença à boire lentement. Martin sourit, encouragé par ce petit signe de vie. « C'est bien, mon beau. Doucement. On a tout le temps. » Le reste de la journée se passa entre les soins à l'animal et les appels téléphoniques. Martin contacta le vétérinaire du village, un certain docteur Perrin, qui promit de passer dès que possible. Il appela aussi la gendarmerie pour signaler la découverte du cheval maltraité, au cas où quelqu'un le rechercherait. Bien qu'il doutât qu'un propriétaire capable de telle cruauté ait l'audace de se manifester. Le soir venu, Martin s'installa sur une botte de foin près du cheval, une couverture sur les épaules. Il ne voulait pas laisser l'animal seul pour sa première nuit. Dehors, le vent s'était levé, faisant craquer la vieille charpente de la grange. « On va te trouver un nom », dit-il en caressant doucement l'encolure de l'étalon. « Mais pas encore. D'abord, il faut que tu vives. » Le cheval tourna légèrement la tête vers lui, et Martin aurait juré voir une lueur de compréhension dans ses grands yeux noirs. Pour la première fois depuis des années, le fermier sentit une émotion qu'il avait presque oubliée. L'espoir. Non pas l'espoir que le cheval survive, bien que ce fût sa priorité immédiate, mais l'espoir plus vaste, plus profond, que la vie puisse encore réserver des surprises, même à un homme solitaire et endurci comme lui. « On va s'en sortir tous les deux », promit-il à voix basse, autant pour lui-même que pour l'animal blessé qui s'était mystérieusement retrouvé sur son chemin en cette froide matinée d'avril. Ce qu'il ignorait encore, c'est à quel point cette promesse allait changer sa vie. Le docteur Perrin arriva tôt le lendemain matin, sa voiture soulevant un nuage de poussière dans l'allée de la ferme. C'était un homme trapu d'une 60aine d'années, au visage buriné par des décennies passées à soigner les animaux sous tous les temps. Martin, qui n'avait pratiquement pas fermé l'œil de la nuit, l'accueillit avec un soulagement visible. « Il est dans la grange », dit-il sans préambule, guidant le vétérinaire à travers la cour. Le docteur Perrin suivit Martin en silence, sa mallette à la main. Lorsqu'ils entrèrent dans la grange, le vétérinaire s'immobilisa un instant, scrutant l'animal étendu sur la paille fraîche. « Bon sang », murmura-t-il en s'approchant, « qui a pu faire une chose pareille ?» Martin secoua la tête. « Je l'ai trouvé comme ça, à la lisière du bois. Il pouvait à peine bouger. » Le vétérinaire examina méticuleusement le cheval, palpant chaque blessure avec des gestes experts et doux. L'animal frémissait par moments, mais semblait trop faible pour résister. « C'est un pur sang », déclara finalement le docteur Perrin. « Et pas n'importe lequel. Regarde cette ligne de dos, cette structure osseuse. Malgré son état, on voit qu'il a du sang. Il a probablement été un cheval de course. » Martin observa l'animal avec un regard neuf. Sous la crasse et les blessures, il commençait à distinguer ce que le vétérinaire avait immédiatement remarqué. Une noblesse innée, une élégance qui transparaissait malgré tout. « Qu'est-ce qui a pu lui arriver ?» demanda-t-il. Le docteur Perrin soupira profondément. Difficile à dire avec certitude. Il a été gravement maltraité, c'est évident. Peut-être un cheval de course qui n'a pas répondu aux attentes, vendu puis revendu, descendant peu à peu l'échelle sociale jusqu'à tomber entre les mains de quelqu'un qui l'a exploité sans merci. Il sortit plusieurs flacons de sa mallette et prépara une seringue. « Je vais lui donner des antibiotiques pour éviter l'infection, des anti-inflammatoires pour la douleur et quelques vitamines. Son état de dénutrition est alarmant. Il faudra le nourrir progressivement, par petites quantités. Trop de nourriture d'un coup pourrait le tuer. » Martin hocha la tête, absorbant chaque conseil comme une éponge. Le vétérinaire lui laissa plusieurs médicaments avec des instructions précises sur les dosages et la fréquence. « Je reviendrai dans 3 jours, » dit-il en refermant sa mallette. « D'ici là, si son état empire, appelle-moi immédiatement.
Avant de partir, le docteur Perrin posa une main sur l'épaule de Martin. « Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Cet animal est dans un état critique. Il a été poussé bien au-delà de ses limites. Mais s'il a survécu jusqu'ici, c'est qu'il a une sacrée volonté de vivre. » Ces paroles résonnèrent en Martin longtemps après le départ du vétérinaire. Une volonté de vivre. N'était-ce pas ce qui lui avait manqué ces dernières années? Depuis la mort de sa femme, Claire, 5 ans plus tôt, suivie par celle de Tempête, il s'était contenté de survivre, accomplissant les tâches quotidiennes par pure habitude, sans réelle envie. Les jours suivants établirent une nouvelle routine pour Martin. Toutes les 3 heures, il nourrissait le cheval avec de petites quantités de mâche, un mélange de son, d'avoine concassée et de mélasse diluée dans de l'eau tiède. Il nettoyait ses plaies, lui administrait ses médicaments et passait de longs moments simplement assis à ses côtés, lui parlant d'une voix douce et régulière. « Tu sais », confiait-il à l'animal pendant qu'il pansait ses blessures, « je n'ai jamais été très doué pour parler. Claire disait toujours que j'étais aussi expressif qu'une porte de grange. » Le cheval le regardait de ses grands yeux noirs, qui semblaient moins voilés par la douleur à mesure que les jours passaient. « Mais avec toi, c'est différent. Peut-être parce que tu ne peux pas me répondre ou me juger. » Petit à petit, l'animal commençait à montrer des signes d'amélioration. Sa respiration devenait plus régulière, moins laborieuse. Il acceptait plus de nourriture et semblait plus alerte. Lors de sa visite de suivi, le docteur Perrin fut agréablement surpris. « Il répond bien au traitement », concéda-t-il. « Je crois qu'il va s'en sortir, Martin, mais la convalescence sera longue. » Un matin, environ 1 semaine après avoir trouvé le cheval, Martin entra dans la grange et eut la surprise de voir l'animal debout. Il vacillait sur ses jambes, instable comme un poulain nouveau-né, mais il était debout. Martin sentit une bouffée de fierté et d'émotion lui serrer la gorge. « Eh bien, regardez-moi ça », dit-il en s'approchant lentement. « Tu es plein de surprises. » Le cheval hennit doucement à son approche. Une première. Martin tendit la main et caressa son museau, notant avec satisfaction que sa peau était moins chaude, signe que la fièvre avait baissé. « Je crois qu'il est temps de te donner un nom », déclara Martin. « Je ne peux pas continuer à t'appeler le cheval ou mon beau. » Il réfléchit un moment, observant l'animal qui, malgré sa faiblesse, dégageait une dignité remarquable. « Que dirais-tu de Lazare, celui qui est revenu d'entre les morts ?» Le cheval secoua légèrement la tête, comme s'il approuvait. Martin sourit. Le premier vrai sourire qui illuminait son visage depuis bien longtemps. Lazare, alors. Les jours se transformèrent en semaines, et l'état de Lazare s'améliorait de façon constante. Ses plaies cicatrisaient, son pelage retrouvait progressivement son lustre d'origine, révélant une robe noire comme l'ébène avec une unique tache blanche en forme d'étoile sur le front. Martin augmentait peu à peu ses rations, et le cheval commençait à reprendre du poids. 1 mois après son arrivée, Lazare était méconnaissable. Bien qu'encore trop maigre selon les standards équins, il avait retrouvé suffisamment de force pour faire quelques pas dans le petit enclos que Martin avait aménagé derrière la grange. Chaque jour, il semblait plus vif, plus présent. Le docteur Perrin, qui venait maintenant tous les 15 jours, ne cachait pas son étonnement devant cette récupération spectaculaire. « C'est remarquable », dit-il en observant Lazare trotter doucement dans l'enclos. Je dois admettre que je n'y croyais pas vraiment au début. Martin se tenait près de la clôture, suivant chaque mouvement du cheval avec une attention qui confinait à l'émerveillement. « C'est un battant », répondit-il simplement. Le vétérinaire lui jeta un regard en coin. « Vous vous ressemblez, tous les deux. » Cette remarque prit Martin au dépourvu. « Comment ça ? Vous avez connu des épreuves, tous les deux. Vous en portez les cicatrices. Mais vous êtes toujours là, debout. » Martin ne répondit pas, mais ses paroles résonnèrent en lui. Il n'avait jamais pensé à lui-même comme à un survivant, plutôt comme à quelqu'un qui s'était laissé porter par le courant après avoir perdu ses amarres. Mais en observant Lazare, sa détermination tranquille à se remettre sur pied jour après jour, il commençait à voir les choses différemment. La présence du cheval avait apporté un changement subtil mais profond dans la vie de Martin. Il se levait chaque matin avec un but précis, une raison d'être qui dépassait la simple survie. Il prenait soin de lui-même avec plus d'attention, se rasant régulièrement, préparant de vrais repas au lieu de se contenter de sandwichs mangés debout.
Il avait même commencé à réparer certaines parties de la ferme qui s'étaient dégradées au fil des ans, comme si la renaissance de Lazare l'inspirait à entreprendre sa propre restauration. Un jour, alors qu'il brossait le pelage de Lazare, désormais brillant et souple, Martin se surprit à lui parler de Claire, de leur vie ensemble, des rêves qu'ils avaient à partager. C'était la première fois depuis des années qu'il évoquait ses souvenirs sans ressentir cette douleur aiguë qui lui coupait le souffle. À la place, il y avait une douce mélancolie, presque réconfortante. « Elle t'aurait aimé », dit-il à Lazare en lissant sa crinière. « Claire avait un faible pour les âmes blessées. C'est comme ça qu'elle m'a trouvé, d'ailleurs. » Le cheval tourna la tête vers lui, ses yeux intelligents semblant absorber chaque mot. Martin sourit, tapotant son encolure. « On fait une sacrée paire, tous les deux, pas vrai ?» Avec l'arrivée de l'été, Lazare semblait renaître complètement. Son pelage noir luisait sous le soleil, ses muscles se dessinaient progressivement sous sa peau autrefois flasque, et son regard avait perdu cette lueur craintive pour laisser place à une vivacité qui fascinait Martin. Chaque matin, lorsque le fermier entrait dans l'enclos, le cheval venait à sa rencontre avec un hennissement doux, presque un salut. Martin avait aménagé un paddock plus grand où Lazare pouvait se dégourdir les jambes. Il passait des heures à l'observer galoper, admirant la grâce qui émergeait à mesure que l'animal retrouvait sa force et sa confiance. Parfois, Lazare s'arrêtait brusquement, les oreilles dressées, comme s'il entendait un appel lointain que lui seul pouvait percevoir. Dans ces moments-là, Martin avait l'impression fugace que le cheval n'était pas tout à fait de ce monde, qu'il possédait une conscience qui dépassait l'entendement humain. « Tu as recommencé à parler aux chevaux, à ce que je vois », lança une voix derrière lui, le faisant sursauter. Martin se retourna pour découvrir Jeanne, sa voisine, appuyée contre la clôture. Elle tenait un panier couvert d'un torchon à carreaux et souriait, ses yeux bleus plissés par le soleil. « Jeanne », la salua-t-il, embarrassé d'avoir été surpris en pleine conversation avec Lazare. « Qu'est-ce qui t'amène par ici ? J'ai entendu dire que tu avais un nouveau pensionnaire, » répondit-elle en désignant Lazare du menton. « Et comme ça fait une éternité que tu n'es pas venu au village, j'ai pensé t'apporter une tarte aux pommes. » Martin sentit une chaleur inattendue lui monter aux joues. Jeanne et lui avaient fréquenté la même école primaire, mais leurs chemins s'étaient séparés lorsqu'elle était partie étudier à la ville. Revenue au village après son divorce, 5 ans auparavant, elle avait repris la petite boulangerie de ses parents. Ils se croisaient occasionnellement, échangeant des politesses. Mais Martin avait toujours gardé ses distances, enfermé dans son deuil. « C'est très gentil », balbutia-t-il, acceptant le panier. « Tu veux voir Lazare de plus près ?» Le visage de Jeanne s'illumina. « Lazare, c'est comme ça que tu l'as appelé ?» Martin acquiesça, légèrement embarrassé. Il était pratiquement mort quand je l'ai trouvé. Le nom semblait approprié. Il ouvrit la barrière de l'enclos et invita Jeanne à le suivre. Lazare, qui avait observé l'échange avec curiosité, s'approcha d'un pas prudent mais sans la méfiance qu'il manifestait habituellement envers les étrangers. « Il est magnifique », souffla Jeanne en tendant doucement la main. À la surprise de Martin, Lazare s'avança et frotta son museau contre la paume de Jeanne, comme s'ils étaient de vieux amis. « Eh bien, » dit Martin, « il ne fait pas ça avec tout le monde. Le docteur Perrin doit encore l'approcher avec précaution. » Jeanne sourit en caressant l'encolure du cheval. Les animaux sentent les gens qui les aiment. Ils passèrent l'heure suivante à parler de Lazare, Martin racontant comment il l'avait trouvé et les soins qu'il lui avait prodigués. Jeanne l'écoutait attentivement, posant parfois une question mais surtout le laissant parler. Martin réalisa qu'il n'avait pas eu une conversation aussi longue avec qui que ce soit depuis des années. « Tu devrais passer à la boulangerie un de ces jours, » dit Jeanne, alors qu'elle s'apprêtait à partir. « J'ai un nouveau pain aux noix qui pourrait te plaire. » Martin promit de le faire, surpris de constater qu'il le pensait vraiment. Après le départ de Jeanne, il resta un moment avec Lazare, partageant un morceau de la tarte qu'elle avait apportée. « Elle est gentille, » dit-il au cheval qui mâchonnait sa part avec délice. « Ça fait longtemps que je n'ai pas, tu sais, parlé à quelqu'un comme ça. » Lazare le fixa de ses yeux profonds, comme s'il comprenait parfaitement.
Les semaines suivantes apportèrent d'autres changements dans la vie de Martin. Il commença à se rendre régulièrement au village, d'abord sous prétexte d'acheter du pain à la boulangerie de Jeanne, puis simplement pour le plaisir de bavarder avec elle et d'autres villageois. Il redécouvrait le monde social qu'il avait abandonné après la mort de Claire, surpris de constater que les gens l'accueillaient avec chaleur malgré ses années d'isolement. Un après-midi, alors qu'il revenait du village, Martin trouva une voiture inconnue garée devant sa ferme. Un homme en costume, manifestement mal à l'aise dans l'environnement rural, attendait près de la maison. « Monsieur le roi ?» demanda l'homme en s'avançant, la main tendue. « Je suis François Mercier, du Haras national. On m'a parlé de votre cheval. » Martin serra la main tendue avec méfiance. « Qui vous a parlé de Lazare ?»« Le docteur Perrin. Il m'a contacté après avoir examiné l'animal plus en détail. Il pense avoir identifié votre cheval comme étant Éclipse Noire, un pur sang qui a disparu il y a environ 1 an. » Martin sentit son cœur se serrer. Il avait toujours su, au fond, que Lazare avait un passé, qu'il avait peut-être appartenu à quelqu'un avant d'être maltraité. Mais l'idée qu'on puisse venir le réclamer lui était insupportable. « Vous avez des preuves ?» demanda-t-il, la voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. François Mercier hocha la tête. « Si c'est bien Éclipse Noire, il a une puce électronique sous la peau, au niveau de l'encolure. Nous pourrions vérifier immédiatement. » Martin conduisit l'homme jusqu'au paddock où Lazare paissait tranquillement. À leur approche, le cheval releva la tête, hennit doucement en reconnaissant Martin, mais resta sur ses gardes face à l'étranger. « Mon Dieu !» murmura François Mercier. « C'est bien lui. Même dans cet état, je reconnaîtrais cette ligne de dos et cette marque sur le front n'importe où. » Il sortit un petit appareil de sa poche, un lecteur de puces, et s'approcha lentement de Lazare. Le cheval, sentant l'anxiété de Martin, s'éloigna d'un pas. « Il est méfiant », prévint Martin. « Il a été maltraité. »« Je sais », répondit Mercier avec une grimace. Éclipse Noire était l'un des plus prometteurs de sa génération. Il a été volé de son box après une course où il s'était légèrement blessé. On pensait qu'il avait été emmené à l'étranger, ou pire. Martin parvint finalement à calmer Lazare suffisamment pour que Mercier puisse scanner son encolure. L'appareil émit un bip strident, et l'homme acquiesça gravement. C'est bien lui. Numéro de puce correspondant à Éclipse Noire, né le 15 mars 2017, au haras de Bellevue. Martin sentit ses jambes faiblir. Il s'appuya contre la clôture, assimilant l'information. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-il finalement. « Vous êtes venu pour le reprendre ?» François Mercier hésita, observant l'interaction entre l'homme et le cheval, la confiance évidente qui existait entre eux. Techniquement, Éclipse Noire appartient toujours à son propriétaire légal, Monsieur de Villiers. Mais étant donné les circonstances, je pense qu'il faudrait d'abord discuter de la situation avec lui. Martin passa les jours suivants dans un état d'anxiété permanente, s'attendant à chaque instant à voir arriver des hommes pour emmener Lazare. Il passait encore plus de temps avec le cheval, comme si chaque moment pouvait être le dernier. « Je ne les laisserai pas te prendre », promettait-il à l'animal, qui semblait percevoir son inquiétude. « Pas après tout ce que tu as traversé. » Ce fut Jeanne qui lui apporta un peu de réconfort, l'écoutant déverser ses craintes autour d'un café dans sa cuisine. « Tu l'as sauvé, Martin, » dit-elle en posant sa main sur la sienne. « Personne ne peut nier ça, et ce cheval t'a sauvé aussi, à sa manière. » Martin la regarda, surpris par cette observation. « Depuis qu'il est entré dans ta vie, tu as recommencé à vivre, » expliqua-t-elle doucement. « Tu parles aux gens, tu souris parfois, tu te soucies de quelque chose. C'est important, ça. » Il savait qu'elle avait raison. Lazare lui avait redonné un but, l'avait tiré de la torpeur où il s'enfonçait depuis des années. L'idée de le perdre maintenant lui était insupportable. Une semaine après la visite de François Mercier, une limousine noire s'engagea dans l'allée de la ferme. Martin, qui était en train de réparer une clôture, se figea, le marteau à la main. Le moment qu'il redoutait était arrivé. De la voiture émergea un homme grand et mince, aux cheveux gris impeccablement coiffés. Il portait un costume sur mesure qui semblait absurdement luxueux dans le cadre rustique de la ferme. Derrière lui, François Mercier sortit à son tour, l'air nerveux. « Monsieur le roi ?» appela l'homme en s'avançant, la démarche assurée.
Je suis Henri de Villiers. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » Martin serra les dents, posant son marteau pour ne pas être tenté de s'en servir. « Si vous parlez de Lazare, venez le voir par vous-même. Voyez ce que d'autres lui ont fait quand il était sous votre responsabilité. » De Villiers haussa un sourcil à cette réponse directe, mais suivit Martin jusqu'au paddock où Lazare trottait librement. À la vue du cheval, le visage de l'homme se transforma, toute son arrogance cédant la place à une émotion authentique. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est vraiment lui. » Henri de Villiers s'avança vers la clôture, les yeux rivés sur Lazare qui avait cessé de trotter pour observer les nouveaux venus avec méfiance. Le cheval renifla l'air, les oreilles pointées en avant, puis se détourna brusquement et s'éloigna au petit galop vers l'autre bout du paddock. « Il ne me reconnaît pas, » murmura de Villiers, une pointe de tristesse dans la voix. « Ou peut-être qu'il vous reconnaît trop bien, » rétorqua Martin, incapable de contenir son amertume. De Villiers se tourna vers lui, le visage grave. « Je comprends votre hostilité, monsieur le roi, mais je vous assure que je n'ai jamais maltraité Éclipse Noire. Ce cheval représentait tout pour moi. »« Pas assez pour le protéger, apparemment, » lança Martin. Puis, se rendant compte de la dureté de ses paroles, il ajouta plus calmement. « Désolé, c'est juste que... vous n'avez pas vu dans quel état il était quand je l'ai trouvé. » François Mercier s'éclaircit la gorge. « Monsieur de Villiers n'est pas responsable de ce qui est arrivé à Éclipse Noire, monsieur le roi. Le cheval a été volé directement de son box par des individus qui n'ont jamais été identifiés. » Martin observa de Villiers, cherchant dans son regard une confirmation de ses paroles. L'homme soutint son regard sans ciller. « Éclipse Noire, ou Lazare, comme vous l'appelez, était ma plus grande fierté, » expliqua de Villiers. « Je l'ai élevé depuis sa naissance. Sa mère est morte en le mettant au monde, et j'ai veillé personnellement à ce qu'il reçoive les meilleurs soins. Il montrait un potentiel exceptionnel en course. Puis, un soir après une compétition à Deauville, quelqu'un l'a fait sortir de son box et l'a emmené. Nous avons remué ciel et terre pour le retrouver, sans succès. Jusqu'à aujourd'hui. » Martin sentit sa colère s'atténuer légèrement face à l'émotion sincère qu'il percevait chez cet homme. Il regarda Lazare, qui s'était arrêté à l'autre bout du paddock et les observait à distance. « Il a beaucoup souffert, » dit Martin. « Quand je l'ai trouvé, il était à 2 doigts de mourir. Battu, affamé, épuisé. » De Villiers ferma brièvement les yeux, comme pour encaisser cette information douloureuse. « Je voudrais le voir de plus près, si vous le permettez. » Martin hésita, puis acquiesça. Il ouvrit la barrière et entra dans le paddock, faisant signe à de Villiers de le suivre. François Mercier resta à l'extérieur, observant la scène avec attention. « Lazare » appela doucement Martin. « Viens, mon beau. » Le cheval dressa les oreilles en entendant son nouveau nom, mais ne bougea pas, méfiant face à la présence de l'étranger. « Laissez-moi essayer, » dit de Villiers. Il fit quelques pas en avant et siffla d'une manière particulière. 3 notes courtes, puis une longue. La réaction de Lazare fut immédiate. Ses oreilles se dressèrent complètement, et pendant un instant, il resta parfaitement immobile. Puis, à la surprise de Martin, le cheval s'avança lentement vers eux, l'œil vif mais prudent. « C'est notre signal », expliqua de Villiers à voix basse. « Je le sifflais comme ça quand j'apportais ses friandises préférées, des quartiers de pommes. » Lazare s'approcha jusqu'à se tenir à quelques mètres de Villiers, reniflant l'air dans sa direction. L'homme tendit lentement la main, paume ouverte, sans chercher à toucher l'animal. « Bonjour, mon champion, » dit-il doucement. « Tu m'as manqué. » Le cheval hésita, puis fit un pas de plus, son museau effleurant la main tendue. De Villiers resta parfaitement immobile, respectant le choix de l'animal d'établir ou non le contact. Après un moment qui sembla durer une éternité, Lazare poussa un léger hennissement et frotta sa tête contre la main de l'homme. Martin observait cette scène avec des sentiments contradictoires. D'un côté, il était évident que de Villiers et Lazare partageaient une histoire, un lien que le cheval n'avait pas oublié malgré les traumatismes subis. D'un autre côté, l'idée de perdre Lazare lui serrait le cœur. Il a l'air en bien meilleure forme que ce que je craignais, d'après ce que m'avait décrit François, dit de Villiers en caressant doucement l'encolure du cheval. « Vous avez fait un travail remarquable, monsieur le roi. »
J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, répondit Martin, mal à l'aise face au compliment. De Villiers eut un sourire triste. Non, justement. N'importe qui l'aurait peut-être nourri, mais peu de gens auraient pris le temps de regagner sa confiance, de soigner ses blessures émotionnelles autant que physiques. Je vois bien qu'il vous fait confiance, c'est précieux. Ils passèrent l'heure suivante à parler de Lazare. Martin détaillant son état initial et les soins qu'il lui avait prodigués. De Villiers évoquant les premières années du cheval et son potentiel de course avant sa disparition. Au fil de la conversation, Martin se surprit à apprécier cet homme qu'il avait d'abord jugé avec hostilité. Sous ses apparences de riche propriétaire, De Villiers était un véritable passionné de chevaux, connaissant chaque aspect de leur psychologie et de leurs besoins. Finalement, De Villiers poussa un long soupir et se tourna vers Martin. « Je suppose que nous devons aborder la question qui fâche, monsieur le roi. Légalement, Éclipse Noire m'appartient toujours. J'ai tous les documents qui le prouvent, et François peut confirmer son identité grâce à sa puce électronique. » Martin sentit son cœur se serrer. Il avait redouté ce moment depuis la première visite de François Mercier. « Je comprends, » dit-il avec raideur, détournant le regard pour que De Villiers ne voie pas l'émotion qui l'envahissait. « Quand voulez-vous l'emmener ?»« Je n'ai pas dit que j'allais l'emmener, » répondit De Villiers, surprenant Martin. « La situation est compliquée. » Martin le regarda, perplexe. « Éclipse Noire, Lazare, a subi un traumatisme profond, » poursuivit De Villiers. « Il commence tout juste à se rétablir, grâce à vous. L'arracher maintenant à cet environnement où il se sent en sécurité pourrait compromettre sa guérison. » De plus, il hésita, cherchant ses mots. « Je ne suis plus en mesure de m'occuper de lui comme avant. J'ai vendu mon haras il y a 6 mois. Des problèmes financiers, les conséquences d'investissements hasardeux. Je vis maintenant dans un appartement en ville. Je n'ai plus les installations nécessaires pour accueillir un cheval, surtout un cheval traumatisé qui a besoin d'attention constante. » Martin le dévisagea, n'osant pas encore espérer. « Alors, qu'est-ce que vous proposez ?» De Villiers caressa une dernière fois l'encolure de Lazare avant de répondre. « Je propose que Lazare reste ici, avec vous. Vous lui avez sauvé la vie. Vous avez créé un lien avec lui. Ce serait cruel de briser ça maintenant. » Martin sentit un poids immense se soulever de ses épaules. « Vous me le laisseriez ?»« Je vous le confierai, » corrigea doucement De Villiers. « Légalement, je pourrais établir un contrat de garde, vous désignant comme gardien officiel d'Éclipse Noire. Cela vous donnerait tous les droits de décision concernant ses soins et son bien-être quotidien. » François Mercier, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'approcha de la clôture. « C'est une solution inhabituelle, mais qui me semble parfaitement adaptée aux circonstances. Le bien-être du cheval doit primer. » Martin regarda Lazare, qui s'était détendu et broutait paisiblement à quelques pas d'eux, apparemment satisfait de la tournure des événements. « Merci, » dit-il finalement à De Villiers, lui tendant la main. « C'est très généreux de votre part. » De Villiers serra sa main avec un sourire mélancolique. « Non, c'est vous qui êtes généreux, monsieur le roi. Vous avez donné une seconde chance à Éclipse Noire quand personne d'autre ne l'aurait fait. Je vous en serai éternellement reconnaissant. » Ils retournèrent vers la maison pour discuter des détails pratiques. De Villiers insista pour participer financièrement aux soins de Lazare, une proposition que Martin accepta après quelques hésitations, reconnaissant que les frais vétérinaires et la nourriture spéciale représentaient une charge importante pour sa modeste exploitation. « Je voudrais aussi vous demander une faveur, » dit De Villiers, alors qu'ils finalisèrent leur accord autour d'un café dans la cuisine de Martin. « J'aimerais pouvoir venir le voir de temps en temps, si cela ne vous dérange pas. »« Bien sûr, » acquiesça Martin. « C'est votre cheval, après tout. »« Non, » corrigea De Villiers avec un sourire. « C'est votre cheval maintenant. Je ne suis plus qu'un visiteur dans sa vie. » Après le départ de Villiers et François Mercier, Martin retourna auprès de Lazare. Le soleil commençait à se coucher, baignant le paddock d'une lumière dorée. Le cheval s'approcha de lui et posa sa tête contre sa poitrine, un geste d'affection qu'il avait développé ces dernières semaines. « Tu restes avec moi, mon vieux, » murmura Martin en caressant son encolure. « On dirait bien que tu es coincé ici. » Lazare souffla doucement par ses naseaux, comme pour signifier son approbation. Ce soir-là,
Martin appela Jeanne pour lui raconter ce qui s'était passé. Sa voix trahissait son soulagement et sa joie. « Je suis si heureuse pour toi, dit-elle. Pour vous deux, en fait. Vous méritez cette chance. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner demain soir ?» proposa Martin, surpris par sa propre audace. « Je pourrais cuisiner ce gratin dont tu m'as donné la recette. » Le silence à l'autre bout de la ligne le fit douter pendant un instant, puis Jeanne répondit, et il pouvait presque entendre son sourire. « J'adorerais ça, Martin. » En raccrochant, il se rendit compte qu'il souriait lui aussi. Largement, sans retenue. En l'espace de quelques mois, sa vie avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Tout cela grâce à un cheval blessé qu'il avait trouvé à la lisière de son bois par un matin d'avril. « La vie est étrange, Lazare, » dit-il en regardant par la fenêtre vers le paddock où le cheval se découpait en silhouette contre le ciel crépusculaire. Parfois, il faut perdre beaucoup pour apprendre à apprécier ce qui reste. Et parfois, quand on s'y attend le moins, la vie nous offre une nouvelle chance. L'automne s'installa sur la campagne, parant les arbres de teintes flamboyantes et amenant avec lui des matinées brumeuses où le souffle de Lazare formait de petits nuages dans l'air frais. Le cheval avait continué à se fortifier tout au long de l'été, gagnant en muscles et en assurance. Sa robe noire brillait d'un éclat soyeux, et sa démarche avait retrouvé l'élégance qui caractérisait les purs sangs de sa trempe. Martin avait élargi son paddock, lui permettant de galoper plus librement. Il avait même commencé à le monter occasionnellement, de courtes promenades au pas pour reconstruire sa musculature et renouer avec le contact humain d'une manière positive. Lazare s'était montré étonnamment coopératif, comme s'il se souvenait de l'époque où il était un cheval de course prometteur avant les mauvais traitements. Henri de Villiers venait régulièrement, comme il l'avait promis. Ses visites, d'abord formelles et un peu tendues, étaient redevenues plus détendues au fil du temps. Il apportait souvent des friandises pour Lazare et partageait avec Martin des anecdotes sur les premières années du cheval. Martin avait découvert que de Villiers, malgré ses origines aristocratiques et sa fortune, désormais diminuée, était un homme simple qui préférait la compagnie des chevaux à celle de la plupart des humains, un trait qu'ils avaient en commun. Un matin d'octobre, alors que Martin rentrait d'une promenade matinale avec Lazare, il aperçut une voiture inconnue garée devant sa maison. Ce n'était pas la luxueuse berline de Villiers, mais un véhicule plus modeste, fonctionnel. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une veste en tweed élimée au coude, attendait près du portail, un carnet à la main. « Monsieur le roi » appela-t-il en voyant Martin approcher, menant Lazare par la bride. Martin acquiesça, méfiant. Depuis l'épisode avec de Villiers, il craignait toujours que quelqu'un vienne lui contester la garde de Lazare, malgré les arrangements légaux qu'ils avaient conclus. « Je suis Pierre Dumont, journaliste pour Équitation Magazine », se présenta l'homme en tendant une carte de visite. « J'aimerais vous parler d'Éclipse Noire, ou Lazare, comme vous l'appelez maintenant. » Martin fronça les sourcils. « Comment avez-vous entendu parler de lui ?»« Le monde du cheval est petit, monsieur le roi, » répondit Dumont avec un sourire. La disparition d'Éclipse Noire avait fait grand bruit à l'époque. Sa réapparition et son sauvetage miraculeux sont une histoire que nos lecteurs adoreraient connaître. Martin soupira, pas vraiment enthousiaste à l'idée de voir sa vie privée étalée dans un magazine. Il conduisit Lazare à son box pour le déceler, invitant d'un geste Dumont à le suivre. « Je ne suis pas intéressé par la publicité, » dit-il tout en enlevant la selle de Lazare. « Ce que j'ai fait n'a rien d'extraordinaire. Sauver un cheval laissé pour mort, lui redonner confiance en l'humain après des maltraitances graves, tout cela alors que vous traversiez vous-même une période difficile ? Je trouve ça plutôt extraordinaire, » insista Dumont, observant avec intérêt les interactions entre l'homme et le cheval. Martin lui jeta un regard surpris. « Comment savez-vous pour ma situation personnelle ?» J'ai parlé à Henri de Villiers, bien sûr, et aussi au docteur Perrin. Ils m'ont tous deux parlé de vous avec beaucoup de respect. Martin se sentit trahi. Il avait considéré de Villiers comme un allié, presque un ami. L'idée qu'il ait discuté de sa vie privée avec un journaliste le mettait mal à l'aise. Voyant son expression, Dumont s'empressa d'ajouter « Ils n'ont partagé que le strict minimum, je vous assure.
Juste assez pour me faire comprendre que cette histoire est bien plus qu'un simple fait divers. C'est une histoire de rédemption mutuelle, d'une seconde chance pour deux êtres blessés qui se sont trouvés au bon moment. Martin termina de s'occuper de Lazare en silence, réfléchissant. Il n'aimait pas l'idée d'exposer sa vie, mais il devait admettre que l'histoire de Lazare méritait peut-être d'être racontée. Si cela pouvait sensibiliser ne serait-ce qu'une personne au mauvais traitement infligé aux chevaux, peut-être que ça valait la peine. « Je ne veux pas être le centre de l'histoire », dit-il finalement. « C'est Lazare qui compte. » Dumont hocha la tête, souriant légèrement. « Bien sûr. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas raconter son histoire sans parler de vous ?» Martin acquiesça à contre-cœur. « D'accord, mais je veux pouvoir relire l'article avant publication. »« Évidemment, » assura Dumont. « En fait, j'aimerais passer quelques jours ici, si ça ne vous dérange pas. Observer votre routine, voir comment Lazare interagit avec vous, prendre quelques photos. Je voudrais vraiment capturer l'essence de votre relation. » Martin hésita, puis haussa les épaules. « Je suppose que ça pourrait s'arranger. Il y a une chambre d'amis que je peux préparer. » Le journaliste sembla ravi. « Merveilleux. Je vous promets d'être le moins intrusif possible. » Les jours suivants furent étranges pour Martin. Il n'était pas habitué à avoir quelqu'un qui le suivait constamment, observant ses interactions avec Lazare, posant des questions sur ses techniques et ses décisions. Mais Dumont se révéla être un compagnon discret et respectueux, sachant quand se faire oublier et quand participer. Un soir, alors qu'ils partageaient une bouteille de vin après le dîner, la conversation prit un tour plus personnel. « Henri de Villiers m'a dit que vous aviez perdu votre femme », dit doucement Dumont. « Je suis désolé. » Martin fixa son verre, surpris par sa propre absence de réaction négative à cette mention de Claire. Normalement, il se serait braqué, aurait changé de sujet. Mais quelque chose avait changé en lui ces derniers mois. Oui, Claire est décédée il y a 5 ans. Cancer du pancréas. Foudroyant. Dumont n'ajouta rien, attendant simplement que Martin continue s'il le souhaitait. Après sa mort, je me suis isolé, poursuivit Martin, surpris de sa propre volubilité. J'ai arrêté de voir des gens, de m'occuper de la ferme correctement. Je me contentais de survivre au jour le jour. Puis Tempête, ma jument, est morte aussi, et j'ai vendu tous mes autres chevaux. Je ne supportais plus de m'attacher à quoi que ce soit. Et puis Lazare est arrivé, murmura Dumont. Martin hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Et puis Lazare est arrivé, oui. Dans un état pitoyable, à moitié mort. Il avait besoin de moi, totalement, absolument. Je n'avais pas le luxe de m'apitoyer sur mon sort quand il fallait le nourrir toutes les 3 heures, nettoyer ses plaies, lui parler pour qu'il ne perde pas espoir. Il vous a sauvé autant que vous l'avez sauvé, conclut Dumont. Je suppose qu'on peut voir les choses comme ça, admit Martin. Je ne crois pas aux signes ou au destin, mais je dois reconnaître que son arrivée dans ma vie a été providentielle. Dumont prit quelques notes, puis posa son carnet. Et maintenant, quels sont vos projets pour Lazare ? Henri de Villiers m'a dit qu'il avait été un cheval de course prometteur avant sa disparition. Martin secoua la tête. Lazare ne retournera jamais sur un hippodrome. Il a subi trop de traumatismes. Je ne veux pas risquer de réveiller de mauvais souvenirs ou de le soumettre à un stress qui pourrait le faire régresser. Alors, quel avenir pour lui ? Martin resta silencieux un moment, contemplant la question. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je me contente de le voir reprendre des forces et confiance. Le reste viendra en temps voulu. Le lendemain matin, Jeanne passa à la ferme avec un panier de viennoiseries fraîches, comme elle avait pris l'habitude de le faire 2 ou 3 fois par semaine. Sa relation avec Martin avait évolué au fil des mois, passant d'une amitié prudente à quelque chose de plus profond, bien que ni l'un ni l'autre n'ait encore mis de mots sur ce qu'il ressentait. « Bonjour », lança-t-elle joyeusement en entrant dans la cuisine, avant de s'arrêter net en apercevant Dumont attablé devant une tasse de café. « Oh, je ne savais pas que tu avais de la visite. » Martin fit les présentations, expliquant la présence du journaliste. Jeanne parut intriguée par l'idée d'un article sur Lazare, mais Martin ne manqua pas de remarquer son regard évaluateur sur Dumont. « Je devrais y aller, » dit-elle, après avoir déposé son panier.
J'ai la boulangerie à ouvrir. Restez, je vous en prie, insista Dumont. J'aimerais beaucoup entendre votre perspective sur la transformation de Monsieur le Roi depuis l'arrivée de Lazare. Jeanne hésita, regardant Martin qui haussa les épaules avec un demi-sourire. Je suppose que j'ai un peu de temps avant l'ouverture, concéda-t-elle en s'asseyant. La conversation qui suivit révéla à Martin des aspects de lui-même qu'il n'avait pas réalisés. Jeanne parla de la façon dont il s'était progressivement réintégré à la vie du village. Comment son visage s'était détendu. Comment il avait recommencé à sourire et à plaisanter. Des détails qu'il n'avait pas remarqués lui-même, trop pris dans le quotidien pour observer ces changements graduels. Il a même recommencé à s'occuper de sa ferme, ajouta Jeanne avec un sourire affectueux. Vous auriez dû voir l'état de cette maison avant Lazare. On aurait dit qu'elle se laissait mourir, comme son propriétaire. Martin se sentit rougir sous le regard de Dumont, qui prenait des notes avec enthousiasme. « C'est fascinant », dit le journaliste. « Vraiment, l'effet thérapeutique des animaux ne cesse de m'étonner, même après toutes ces années à couvrir des histoires équestres. » Après le départ de Jeanne, Martin et Dumont passèrent la journée avec Lazare. Le journaliste prit des photos du cheval sous tous les angles, s'extasiant sur sa ligne de dos, la forme de sa tête, la profondeur de son regard. « C'est vraiment un spécimen exceptionnel », commenta-t-il alors qu'ils observaient Lazare galoper librement dans le paddock. « Même après tout ce qu'il a subi, on voit la classe, la noblesse innée. » Martin acquiesça, une fierté discrète réchauffant sa poitrine. « Il est spécial. »« Avez-vous pensé à l'équithérapie » demanda soudain Dumont. « Avec son histoire et son tempérament, il pourrait être parfait pour aider d'autres êtres blessés. » Martin fronça les sourcils, intrigué. « L'équithérapie ? Oui, c'est une forme de thérapie assistée par les chevaux. Elle peut aider des personnes souffrant de troubles variés, stress post-traumatique, dépression, handicap. L'interaction avec un cheval comme Lazare, qui a lui-même surmonté un traumatisme, pourrait être incroyablement bénéfique. » Martin n'avait jamais envisagé cette possibilité. L'idée que Lazare puisse non seulement avoir guéri ses propres blessures, mais aussi l'aider à guérir les siennes, et maintenant potentiellement aider d'autres personnes. C'était une perspective qui donnait un sens nouveau à tout ce qu'ils avaient traversé. « Je ne connais rien à ce domaine », admit-il. « Je pourrais vous mettre en contact avec des professionnels », proposa Dumont. « Des centres qui forment des chevaux et leurs propriétaires à l'équithérapie. Beaucoup cherchent désespérément des chevaux avec le bon tempérament, patients, sensibles, résilients. Lazare semble avoir toutes ces qualités. » Le départ de Pierre Dumont laissa Martin dans un état d'agitation inhabituel. Le journaliste lui avait ouvert une porte sur un monde qu'il n'avait jamais envisagé, l'équithérapie. Cette idée l'obsédait désormais, tournant et retournant dans son esprit alors qu'il accomplissait ses tâches quotidiennes à la ferme. Un soir, il se décida à faire des recherches sur Internet, parcourant des sites spécialisés et des témoignages. Ce qu'il découvrit le bouleversa. Des enfants autistes établissant un contact avec les chevaux alors qu'ils restaient fermés au monde humain, des vétérans de guerre retrouvant la paix intérieure, des personnes handicapées gagnant en mobilité et en confiance. Les récits étaient innombrables et touchants. « Qu'en penses-tu, Lazare » demanda-t-il le lendemain matin, alors qu'il brossait le cheval dans son box. « Tu te verrais aider des gens blessés comme toi et moi l'avons été » Lazare le fixa de ses grands yeux intelligents, puis frotta doucement sa tête contre l'épaule de Martin, un geste qui était devenu sa façon d'exprimer son affection. « Je prends ça pour un oui », sourit Martin. Il contacta Pierre Dumont, qui lui envoya comme promis les coordonnées de plusieurs centres d'équithérapie en France. Parmi eux, un retint particulièrement son attention. Les écuries du Nouveau Départ, situées à moins de 2 heures de route de sa ferme. Le centre était dirigé par une certaine Elisabeth Moreau, ancienne psychologue reconvertie dans l'équithérapie après avoir elle-même bénéficié de cette approche suite à un grave accident. Martin prit son courage à 2 mains et l'appela. Leur conversation, d'abord hésitante, devint rapidement passionnée lorsqu'il évoqua l'histoire de Lazare et la transformation que le cheval avait opérée dans sa propre vie. Elisabeth, enthousiaste, proposa de venir visiter sa ferme pour rencontrer Lazare. « Je ne promets rien », précisa-t-elle. « Tous les chevaux ne sont pas adaptés à l'équithérapie,
même ceux qui ont un bon tempérament. Il faut une sensibilité particulière, une patience à toute épreuve, et surtout une capacité à créer du lien avec des personnes fragiles. « Je comprends », répondit Martin. « Je veux juste explorer cette possibilité. Si ça ne convient pas à Lazare, nous trouverons autre chose. » La visite fut fixée à la semaine suivante. Martin, inhabituellement nerveux, passa les jours précédents à rendre sa ferme aussi présentable que possible, réparant des clôtures, nettoyant la cour, aménageant même un petit salon de jardin où il pourrait discuter confortablement. « Tu es comme un adolescent avant son premier rendez-vous », le taquina Jeanne en l'aidant à préparer un plateau de rafraîchissement. « Je ne t'ai jamais vu aussi agité. » Martin rougit légèrement. « C'est important. Je veux que Lazare ait une chance de faire quelque chose de significatif. Et je dois admettre que l'idée de donner un nouveau sens à cette ferme me plaît aussi. » Jeanne lui sourit avec tendresse. « Cette ferme a déjà trouvé un nouveau sens, Martin. Depuis que Lazare est arrivé, cet endroit est redevenu un lieu de vie, pas seulement un lieu de souvenir. » Il la regarda, frappé par la justesse de son observation. C'était vrai, la propriété qui n'avait été qu'une coquille vide, un rappel constant de tout ce qu'il avait perdu, était maintenant animée d'une énergie nouvelle. Les boxes autrefois abandonnées résonnaient à nouveau du bruit des sabots et des hennissements. Les prairies, qu'il avait laissées s'enfricher, étaient entretenues pour que Lazare puisse y galoper librement. Elisabeth Moreau arriva un mardi matin, par une journée d'automne claire et froide. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants coupés courts et au regard vif. Elle se déplaçait avec une légère boiterie, séquelle de l'accident dont elle avait parlé au téléphone, mais ses mouvements restaient fluides et assurés. « Monsieur le roi », le salua-t-elle en lui serrant vigoureusement la main. « Je suis ravi de vous rencontrer. Pierre Dumont m'a beaucoup parlé de vous et de votre cheval miraculé. » Martin grimaça légèrement. « L'article n'est même pas encore publié. » Elisabeth rit. « Le monde du cheval est petit, monsieur le roi. Les bonnes histoires circulent vite. » Il l'invita à faire le tour de la propriété, lui montrant les installations qu'il avait peu à peu remises en état pour Lazare. Elisabeth observait tout avec un œil expert, posant des questions précises sur l'aménagement, la sécurité, l'accessibilité. « Vous avez un bel endroit », commenta-t-elle. « Avec quelques adaptations, il pourrait être parfait pour accueillir des séances de thérapie. » Martin sentit une vague d'anticipation le traverser. « Vraiment ? Bien sûr, tout dépend de Lazare, tempéra-t-elle. Allons le rencontrer. » Lazare était dans son paddock, profitant du soleil automnal. En voyant Martin approcher avec une inconnue, il dressa les oreilles, attentif, mais pas inquiet. Un progrès considérable par rapport à ses premières réactions aux visiteurs. « Bonjour, beau garçon », murmura Elisabeth en s'approchant lentement de la clôture. Elle ne fit aucun geste pour le toucher, se contentant de rester immobile, lui laissant le choix de s'approcher ou non. Martin admira sa patience et son respect envers l'animal, exactement l'approche qu'il avait lui-même adoptée lors de leur première rencontre. Après quelques minutes, Lazare s'avança prudemment, reniflant l'air dans la direction d'Elisabeth. Elle tendit alors doucement la main, paume ouverte, et attendit. Le cheval s'approcha jusqu'à effleurer ses doigts de ses naseaux, puis recula légèrement, comme pour évaluer la situation. « Il est prudent », observa Elisabeth. « C'est bon signe. Un cheval qui se précipite vers n'importe qui peut être sympathique, mais pas nécessairement fiable pour l'équithérapie. Nous avons besoin d'animaux qui évaluent les situations et les personnes. » Elle passa près d'1 heure avec Lazare, observant ses réactions, son langage corporel, sa façon d'interagir avec Martin et avec elle-même. Elle lui présenta différents objets, un ballon souple, un cerceau, un foulard coloré, notant comment il réagissait à chaque nouvel élément. « Il est curieux sans être impulsif », remarqua-t-elle. « Et il vous fait clairement confiance, ce qui est essentiel. Les patients ressentent immédiatement si un cheval est anxieux ou mal à l'aise avec son propriétaire. » Finalement, elle demanda à Martin s'il pouvait monter Lazare, afin d'observer comment le cheval se comportait sous la selle. « Nous ne faisons pas toujours monter nos patients », expliqua-t-elle. « Parfois, le simple fait de brosser un cheval, de le mener en main, ou même juste d'être en sa présence peut être thérapeutique. Mais pour certains, monter est une étape importante de leur processus. »
Martin sella Lazare et le monta dans le manège qu'il avait remis en état durant l'été. Le cheval se montra calme et attentif, répondant aux aides les plus légères, s'arrêtant immédiatement sur demande. « Impressionnant », commenta Elisabeth lorsqu'ils eurent terminé. « Surtout pour un ancien cheval de course qui a subi des traumatismes. Il a une sensibilité remarquable. » Ils retournèrent vers la maison, où Jeanne avait préparé un déjeuner simple qu'elle avait apporté de la boulangerie. Pendant le repas, Elisabeth leur expliqua plus en détail le fonctionnement de l'équithérapie et les différentes façons dont Lazare pourrait y contribuer. « Nous travaillons avec divers publics, » dit-elle. « Des enfants autistes ou souffrant de troubles du comportement, des personnes handicapées physiques, des adultes en dépression ou souffrant de stress post-traumatique. Chaque séance est adaptée aux besoins spécifiques du patient. » Elle décrivit comment les chevaux, avec leur sensibilité particulière aux émotions humaines et leur absence de jugement, permettaient souvent des percées thérapeutiques que les méthodes conventionnelles n'arrivaient pas à susciter. « Le cheval est un miroir, » expliqua-t-elle. « Il reflète nos émotions, nos tensions, nos peurs. Il ne ment pas et ne fait pas semblant. Cette honnêteté absolue est précieuse en thérapie. » Martin écoutait, fasciné. Cette description résonnait profondément avec sa propre expérience auprès de Lazare. Le cheval l'avait en effet forcé à faire face à ses propres émotions, à sortir de l'engourdissement dans lequel il s'était réfugié après la mort de Claire. « Et concrètement, comment ça se passerait ?» demanda-t-il. « Si Lazare était jugé apte à ce travail. » Elisabeth réfléchit un moment. « Il y a plusieurs possibilités. Vous pourriez l'amener au centre, où nous avons déjà toutes les installations nécessaires. Ou bien, si vous préférez, nous pourrions aménager votre ferme pour accueillir des séances ici, avec un de nos thérapeutes. Cela demanderait quelques adaptations, bien sûr, notamment pour l'accessibilité. Je préférerais que Lazare reste ici, dit immédiatement Martin. Il a trouvé sa stabilité dans cet environnement. Je ne voudrais pas le perturber en le déplaçant régulièrement. Elisabeth hocha la tête, compréhensive. C'est tout à fait envisageable. Vous devriez cependant suivre une formation de base pour comprendre les principes de l'équithérapie et apprendre à travailler en tandem avec nos thérapeutes. Je suis prêt à apprendre, affirma Martin avec une détermination qui le surprit lui-même. Dans ce cas, sourit Elisabeth, je pense que nous pourrions commencer par une période d'essai. Quelques séances avec des patients soigneusement sélectionnés pour voir comment Lazare réagit dans un contexte thérapeutique réel. Martin sentit une excitation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. L'idée que sa ferme, si longtemps lieu de solitude et de deuil, puisse devenir un espace de guérison pour d'autres, lui semblait presque poétique. « Quand pourrions-nous commencer ?» demanda-t-il. Doucement, tempéra Elisabeth avec un sourire. « Il y a des préparatifs à faire, des autorisations à obtenir. Mais si tout se passe bien, nous pourrions envisager un premier essai d'ici un mois. » Après le départ d'Elisabeth, Martin retourna auprès de Lazare. Le cheval broutait paisiblement dans son paddock, apparemment indifférent au fait que son avenir venait peut-être de prendre un tournant décisif. « Tu pourrais aider des gens, Lazare » murmura Martin en caressant son encolure, « comme tu m'as aidé. » Le cheval leva la tête, plongeant son regard dans celui de Martin avec cette intensité particulière qui donnait parfois l'impression qu'il comprenait chaque mot. Ce soir-là, Martin appela Henri de Villiers pour lui faire part de ce nouveau développement. L'ancien propriétaire de Lazare se montra enthousiaste. « C'est une idée merveilleuse, » dit-il. « Éclipse Noire, Lazare, a toujours eu cette sensibilité particulière, même avant sa disparition. Je me souviens qu'il était différent des autres chevaux de course, plus conscient, plus présent. Vous n'êtes pas déçu qu'il ne retourne jamais sur les hippodromes ?» demanda Martin, réalisant soudain qu'il n'avait jamais posé cette question à De Villiers. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis De Villiers répondit doucement. « J'ai eu mon temps de gloire avec les chevaux de course, Martin. À un moment donné, j'ai peut-être été déçu, oui. Mais après tout ce que Lazare a traversé, après la façon dont vous lui avez redonné vie, non, je ne suis pas déçu. Je suis fier de lui, et reconnaissant envers vous. » Ces paroles réchauffèrent le cœur de Martin. Même si légalement Lazare lui avait été confié,
Il avait toujours ressenti une certaine responsabilité envers de Villiers, comme si l'avenir du cheval était une décision qu'ils devaient prendre ensemble. « Je voudrais que vous soyez impliqués », dit-il impulsivement. « Dans ce projet d'équithérapie, je veux dire. Votre expérience avec les chevaux pourrait être précieuse. » De Villiers sembla surpris, puis touché. « J'en serais honoré, Martin. Vraiment. Depuis que j'ai dû vendre mon haras, je cherche une façon de rester connecté au monde équestre, mais d'une manière qui ait du sens. » Ils discutèrent encore un moment des aspects pratiques, de Villiers offrant des conseils sur les aménagements nécessaires et proposant même de contribuer financièrement au projet. Martin, qui aurait autrefois rejeté une telle offre par fierté, l'accepta avec gratitude. Il commençait à comprendre que certaines entreprises étaient trop importantes pour être menées seules. Les semaines qui suivirent furent intenses pour Martin. Transformer sa ferme en un lieu adapté à l'équithérapie exigeait bien plus de travail qu'il ne l'avait imaginé. Il fallait aménager des accès pour les personnes à mobilité réduite, sécuriser certaines zones, créer des espaces d'accueil confortables, sans parler de toute la paperasse administrative, assurance, autorisation, certification. Heureusement, il n'était pas seul dans cette aventure. Elisabeth l'avait mis en contact avec des professionnels qui l'aidaient à naviguer dans ce labyrinthe bureaucratique. Henri de Villiers, fidèle à sa promesse, apportait son expertise et ses relations, ouvrant des portes qui seraient de rester fermées sans son intervention. Et Jeanne, devenue une présence constante dans la vie de Martin, l'épaulait au quotidien, l'encourageant quand le découragement le gagnait. Un matin de novembre, alors que Martin était occupé à renforcer la clôture du manège, il vit une voiture s'engager dans l'allée de la ferme. Il reconnut avec surprise le véhicule de Pierre Dumont, le journaliste. Essuyant ses mains sur son jean, il alla à sa rencontre. « Pierre, je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. » Le journaliste sortit de sa voiture avec un large sourire, brandissant un magazine. « Je voulais vous l'apporter en personne. L'article vient de paraître. » Martin prit le magazine que lui tendait Dumont, découvrant en couverture une magnifique photo de Lazare, tête haute, crinière au vent, avec en titre « Lazare, de l'enfer à la rédemption, l'incroyable renaissance d'un pur sang maltraité. » « C'est impressionnant, » murmura Martin, feuilletant rapidement le magazine pour trouver l'article. Celui-ci s'étalait sur 8 pages, illustré de nombreuses photos de Lazare, certaines montrant son état lors de son arrivée à la ferme, des images fournies par le docteur Perrin, d'autres le présentant dans toute sa splendeur actuelle. Il y avait aussi quelques clichés de Martin avec le cheval, et même une photo de groupe avec Jeanne, Henri de Villiers et Elisabeth Moreau devant le paddock. « Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur, » dit Martin, surpris. « L'histoire de Lazare a touché nos éditeurs, » expliqua Dumont. « Ils ont voulu lui donner toute la place qu'elle méritait. Et j'ai pris la liberté d'ajouter quelques informations sur votre projet d'équithérapie. J'espère que ça ne vous dérange pas ?» Martin secoua la tête, parcourant l'article plus attentivement. Le récit était émouvant sans être larmoyant, mettant en lumière non seulement le sauvetage de Lazare, mais aussi sa transformation et celle de Martin. Le journaliste avait respecté sa promesse de ne pas faire de lui le centre de l'histoire, tout en soulignant avec justesse comment l'homme et le cheval s'étaient mutuellement guéris. « Vous avez fait du beau travail, » admit Martin. « Merci. »« C'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé raconter cette histoire, » répondit Dumont. « Elle a déjà suscité beaucoup d'intérêt. Notre standard ne cesse de recevoir des appels de lecteurs émus qui veulent savoir comment ils peuvent aider, comment ils peuvent contribuer à votre projet. » Martin le regarda avec étonnement. « Vraiment ?» Dumont acquiesça. « Vraiment. Vous n'avez pas idée à quel point ce genre d'histoire peut toucher les gens. Dans un monde saturé de nouvelles déprimantes, un récit de rédemption comme celui de Lazare apporte une bouffée d'espoir dont beaucoup ont désespérément besoin. » Il sortit un carnet de sa poche. « J'ai recueilli les coordonnées de plusieurs personnes qui souhaitent faire des dons pour votre centre d'équithérapie. Certains sont même prêts à offrir du matériel, des services. Il y a un architecte spécialisé dans l'accessibilité qui propose de vous conseiller gratuitement. » Martin prit le carnet, stupéfait. Cette vague de générosité inattendue le laissait sans voix. Il n'avait jamais imaginé que l'histoire de Lazare puisse avoir un tel impact au-delà des limites de sa ferme.
Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il. Dites simplement que vous acceptez cette aide, sourit Dumont. Parfois, il faut savoir recevoir pour pouvoir donner ensuite. Ces paroles résonnèrent en Martin bien après le départ du journaliste. Toute sa vie, il avait cultivé une farouche indépendance, refusant l'aide même quand il en avait désespérément besoin. Après la mort de Claire, il avait repoussé les mains tendues, s'enfermant dans sa solitude comme dans une forteresse. Maintenant, il réalisait que cette attitude l'avait privé non seulement du soutien dont il aurait eu besoin, mais aussi de la richesse des connexions humaines. La publication de l'article marqua un tournant dans le projet. Comme Dumont l'avait prédit, les propositions d'aide affluèrent. Un entrepreneur local offrit des matériaux pour la rampe d'accès au manège. Une association de défense des animaux proposa une subvention pour couvrir une partie des frais vétérinaires. Une famille dont la fille avait bénéficié d'équithérapie fit don d'un équipement spécialisé pour les cavaliers handicapés. Même les habitants du village, qui avaient observé de loin la transformation de Martin et de sa ferme, commencèrent à s'impliquer. Certains venaient le week-end pour aider aux travaux, d'autres apportaient des plats cuisinés pour les bénévoles ou passaient simplement pour voir Lazare, devenu une célébrité locale. « C'est incroyable », dit Jeanne un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse rénovée, contemplant le soleil couchant. « Tu te souviens quand tu ne laissais même pas le facteur s'approcher de ton portail ?» Martin rit doucement. « J'étais un vrai sauvage. Et maintenant, ta ferme est devenue le centre du village. » Elle posa sa main sur la sienne. « Je suis si fier de toi, Martin. » Il entremêla ses doigts aux siens, savourant la chaleur de ce contact simple. Leur relation avait évolué avec une lenteur délibérée, chacun respectant les blessures et les craintes de l'autre. Ils n'avaient pas mis de nom sur ce qu'ils partageaient, mais la tendresse entre eux était palpable. « Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans toi, » dit-il doucement. « Sans ton soutien, tes encouragements, ta patience. » Elle sourit, serrant légèrement sa main. « Tu aurais trouvé ton chemin, avec ou sans moi. Lazare t'y aurait conduit. » Ils restèrent ainsi un moment, dans un silence confortable, jusqu'à ce qu'un hennissement de Lazare les ramène au présent. Le cheval, comme s'il avait senti qu'on parlait de lui, avait approché sa tête de la barrière proche de la terrasse et les observait avec curiosité. « Il nous surveille », plaisanta Jeanne. « Il approuve », corrigea Martin en se levant pour aller caresser l'encolure de l'animal. « N'est-ce pas, mon beau ?» Le grand jour arriva finalement début décembre. Elisabeth avait sélectionné avec soin le premier patient qui bénéficierait d'une séance d'équithérapie avec Lazare. Lucas, un garçon de 12 ans atteint d'autisme. L'enfant avait déjà une certaine expérience avec les chevaux, ce qui limitait les risques de comportements imprévisibles qui auraient tôt pu stresser Lazare. Martin était nerveux comme jamais. Il avait suivi une formation intensive au centre d'Elisabeth, apprenant les bases de l'équithérapie. Mais la théorie était une chose, la pratique en était une autre. Et si Lazare réagissait mal? Et si Lucas se sentait mal à l'aise? Et si tout ce projet n'était qu'une erreur monumentale? « Respire », lui conseilla Jeanne en arrangeant son col. Il avait mis une chemise propre pour l'occasion, abandonnant ses habituels vêtements de travail. « Tout va bien se passer. Lazare est prêt. Tu es prêt. Fais-leur confiance. » Henri de Villiers arriva peu avant l'heure prévue, impeccable dans son manteau sur mesure malgré le froid mordant. Il avait tenu à être présent pour cette première séance, bien qu'il ait promis de rester en retrait pour ne pas perturber l'équilibre délicat qui allait se créer entre l'enfant et le cheval. « Courage, mon ami !» dit-il en serrant la main de Martin. « Éclipse Noire ne m'a jamais déçu quand il comptait vraiment. Lazare ne vous décevra pas non plus. » La voiture d'Elisabeth apparut enfin dans l'allée, suivie par celle des parents de Lucas. Martin sentit son cœur s'accélérer. Le moment de vérité était arrivé. Lucas était un garçon mince, aux cheveux bruns en bataille et au regard fuyant. Il se tenait légèrement en retrait derrière sa mère, observant son environnement avec une méfiance évidente. Elisabeth fit les présentations avec une voix douce et mesurée, expliquant à Lucas ce qui allait se passer, sans le presser ni le forcer à interagir. « Voici Martin, » dit-elle. « C'est lui qui s'occupe de Lazare, le cheval que tu vas rencontrer aujourd'hui.
Et voici Jeanne et Henri, qui sont là pour nous aider si besoin. » Lucas jeta un bref coup d'œil à Martin avant de détourner rapidement le regard. Ses parents, visiblement nerveux mais pleins d'espoir, restèrent en retrait comme Elisabeth le leur avait demandé. L'équithérapie fonctionnait souvent mieux quand les enfants n'étaient pas sous le regard attentif de leurs parents, ce qui pouvait créer une pression supplémentaire. « Est-ce que tu veux voir Lazare maintenant ?» demanda doucement Elisabeth à Lucas. Le garçon hocha imperceptiblement la tête, sans regarder directement la thérapeute. Elle lui tendit la main, qu'il ignora, préférant la suivre à distance quand elle se dirigea vers le box où Lazare attendait tranquillement. Martin les suivit, le cœur battant. Ils avaient décidé de commencer la séance dans un environnement contrôlé, le box spacieux que Martin avait spécialement aménagé, avant de potentiellement passer au manège si tout se passait bien. « Voici Lazare », présenta Elisabeth en s'arrêtant à quelques pas de la porte du box. « Il a une histoire spéciale, comme Martin te l'a expliqué dans la vidéo que je t'ai montrée. Tu te souviens ?» Lucas hocha à nouveau la tête, son regard glissant furtivement vers le cheval noir qui les observait calmement de l'autre côté de la porte. « Il était très mal quand Martin l'a trouvé, » continua Elisabeth. « Des personnes méchantes lui avaient fait du mal. Mais Martin l'a soigné, et maintenant Lazare va beaucoup mieux. Il aime aider les gens qui se sentent tristes ou seuls. » Pour la première fois, Lucas leva les yeux directement vers Lazare, comme si cette information avait établi une connexion entre eux. Le cheval, sentant peut-être cette attention nouvelle, tendit doucement sa tête par-dessus la porte du box, sans faire de mouvement brusque. « Est-ce que tu voudrais lui dire bonjour ?» demanda Elisabeth. « Tu peux juste le regarder, ou lui parler, ou même le toucher si tu te sens prêt. C'est toi qui décides. » Lucas resta immobile un long moment, puis fit un petit pas en avant. Martin retint son souffle, observant la scène avec un mélange d'anxiété et d'émerveillement. Le garçon s'approcha lentement, s'arrêtant à portée de main de Lazare mais sans le toucher. « Il a eu mal ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible, la première fois qu'il parlait depuis son arrivée. « Oui », répondit doucement Martin. « Il a eu très mal, physiquement et dans son cœur aussi. Il avait peur des gens au début. Il ne voulait pas qu'on le touche. » Lucas sembla absorber cette information, son regard maintenant fixé sur le cheval avec une intensité nouvelle. « Et maintenant ?» murmura-t-il. « Maintenant, il va mieux, » dit Martin. « Il a appris que certaines personnes sont gentilles, qu'on peut leur faire confiance. Mais il reste prudent. Il observe d'abord. » Lucas acquiesça, comme si cette explication avait parfaitement sens pour lui. Puis, avec une lenteur délibérée, il leva sa main et la tendit vers le museau de Lazare, s'arrêtant à quelques centimètres sans oser le toucher. Lazare resta parfaitement immobile, puis, avec une délicatesse infinie, avança sa tête jusqu'à ce que ses naseaux effleurent la paume de l'enfant. Lucas ne recula pas. Son visage, habituellement fermé, s'illumina d'une expression que sa mère, observant de loin, n'avait peut-être jamais vue auparavant. Un mélange d'émerveillement et de paix. Le contact entre Lucas et Lazare dura à peine quelques secondes, mais pour Martin, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Il vit dans ce simple effleurement tout ce qu'il avait espéré en se lançant dans cette aventure. La possibilité que la douleur de Lazare, et la sienne par extension, puisse se transformer en quelque chose de bénéfique pour d'autres. Le reste de la séance se déroula avec une fluidité que personne n'aurait osé espérer. Sous la guidance patiente d'Elisabeth, Lucas passa du simple contact à brosser doucement la robe de Lazare. Le cheval se montrait d'une patience infinie, ajustant sa posture pour faciliter le travail de l'enfant, réagissant avec douceur à ses mouvements parfois maladroits. À un moment, Lucas laissa échapper la brosse, qui tomba bruyamment sur le sol en béton. Martin retint son souffle, craignant que le bruit soudain ne fasse réagir Lazare de façon imprévisible. Mais le cheval se contenta de tourner légèrement la tête, comme pour vérifier la source du bruit, avant de revenir à son immobilité attentive. « Il n'a pas peur », murmura Lucas, surpris. « Non », confirma Elisabeth. « Il a appris à faire la différence entre un danger réel et un simple bruit. C'est ce qu'on appelle la résilience. Tu sais ce que c'est, la résilience ?
Lucas secoua la tête, son regard toujours fixé sur Lazare. C'est la capacité à se remettre des choses difficiles, à devenir plus fort après avoir été blessé, expliqua-t-elle. Lazare est très résilient. Et toi aussi, Lucas. Pour la première fois, l'enfant détourna son attention de Lazare pour regarder brièvement Elisabeth, une lueur de compréhension dans ses yeux. À la fin de la séance, qui avait duré presque 1 heure, bien plus longtemps que ce qu'Elisabeth avait initialement prévu, Lucas semblait transformé. Son corps, auparavant tendu et replié sur lui-même, s'était détendu. Il avait même échangé quelques mots avec Martin, lui demandant quand Lazare mangeait et s'il aimait les carottes. Quand il fut temps de partir, Lucas hésita visiblement, regardant Lazare avec une expression qui disait clairement qu'il ne voulait pas mettre fin à ce moment. « Tu pourras revenir », lui assura Elisabeth. « Si tu en as envie, bien sûr. » Lucas hocha la tête avec une vigueur qui fit sourire tous les adultes présents. Sa mère, qui avait observé toute la séance avec des larmes contenues, s'approcha de Martin pendant qu'Elisabeth raccompagnait l'enfant vers la voiture. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Lucas, il ne se connecte pas facilement. Avec personne. Pas même avec nous, ses parents. Mais aujourd'hui, avec Lazare, » elle s'interrompit, incapable de continuer. « C'est Lazare qu'il faut remercier, » répondit Martin, ému lui aussi. « Il a un don pour comprendre la souffrance des autres. C'est vous qui avez créé cet environnement, cette possibilité, » insista-t-elle. « Vous et votre cheval, vous avez donné à mon fils quelque chose que des années de thérapie conventionnelle n'ont pas réussi à lui offrir. Un moment de paix, de connexion. » Après leur départ, un silence empreint d'émotion tomba sur la ferme. Henri de Villiers, qui était resté en retrait pendant toute la séance, s'approcha de Martin et posa une main sur son épaule. « C'était remarquable, » dit-il simplement. « Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. » Martin hocha la tête, encore sous le choc de l'intensité de ce qu'il venait de vivre. « Je ne m'attendais pas à... Je veux dire, je savais théoriquement ce que l'équithérapie pouvait accomplir, mais le voir de mes propres yeux... »« C'est différent, » compléta Jeanne en les rejoignant. « J'ai l'impression d'avoir assisté à quelque chose de presque sacré. » Elisabeth revint vers eux, un large sourire illuminant son visage. « C'était une première séance exceptionnelle, » confirma-t-elle. « Lucas a montré un niveau d'engagement que je n'ai vu chez lui qu'après plusieurs séances dans notre centre. Et Lazare, il est né pour ça. »« Vraiment ?» demanda Martin, cherchant confirmation qu'il n'avait pas imaginé le succès de cette rencontre. « Absolument. Sa sensibilité, sa patience, sa capacité à ajuster son comportement en fonction des besoins de Lucas. C'est rare, même chez les chevaux spécifiquement formés pour l'équithérapie. » Elle regarda vers le box où Lazare était retourné, broutant paisiblement son foin comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. « Je crois qu'il comprend ce qu'il fait, à un niveau que nous ne pouvons peut-être pas saisir complètement. » Cette première séance fut suivie de nombreuses autres. Lucas revint 2 fois par semaine, développant progressivement une relation de confiance avec Lazare qui, selon les dires de ses parents et de ses thérapeutes, avait un impact positif sur tous les aspects de sa vie. Il commençait à s'ouvrir davantage, à communiquer plus facilement, à gérer ses émotions avec plus de stabilité. D'autres patients suivirent. Une jeune femme souffrant de dépression sévère, un vétéran luttant contre un stress post-traumatique, des enfants avec diverses difficultés. Chacun trouvait auprès de Lazare un espace sûr, une présence sans jugement qui semblait percevoir instinctivement leurs besoins spécifiques. L'hiver s'installa complètement, recouvrant la ferme d'un manteau blanc qui lui donnait un air féerique. Martin avait aménagé le manège intérieur pour qu'il soit chauffé, permettant aux séances de se poursuivre malgré le froid. Un jour de décembre particulièrement rigoureux, alors que les flocons tombaient en abondance, isolant presque la ferme du reste du monde, Martin reçut un appel inattendu. « Monsieur le roi ?» La voix à l'autre bout du fil était inconnue, professionnelle. « Je suis Karine Duval, de la Fondation nationale pour la protection animale. » Martin se raidit légèrement. Bien qu'il soit en règle avec toutes les réglementations concernant le bien-être animal, il avait toujours une appréhension instinctive face aux autorités. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il prudemment.
Nous avons eu connaissance de votre travail avec Lazare, notamment grâce à l'article dans Équitation Magazine, expliqua-t-elle. Ce que vous avez accompli est remarquable, et nous aimerions vous proposer quelque chose. Me proposer quoi? Martin était intrigué malgré sa méfiance initiale. La Fondation remet chaque année un prix qui récompense des initiatives exceptionnelles dans le domaine de la relation homme-animal, poursuivit Karine Duval. Le prix Nouveau Départ. Il est accompagné d'une dotation significative, destinée à soutenir les projets des lauréats. Nous pensons que votre travail avec Lazare, tant dans son sauvetage que dans son rôle actuel en équithérapie, correspond parfaitement à l'esprit de ce prix. Martin resta sans voix un instant. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas fait tout ça pour obtenir une reconnaissance. C'est précisément pourquoi vous méritez cette reconnaissance, répondit-elle avec chaleur. Les personnes qui font le bien sans attendre de récompense sont exactement celles que nous cherchons à honorer. Elle lui expliqua les détails du prix, la cérémonie qui aurait lieu à Paris en février, la couverture médiatique qui l'accompagnerait, et surtout la subvention de 50 000 € qui permettrait à Martin d'étendre son programme d'équithérapie. « Je dois y réfléchir », dit Martin, dépassé par cette proposition inattendue, « et en parler avec les personnes impliquées dans le projet. » Bien sûr, acquiesça Karine Duval. Prenez votre temps, mais sachez que votre candidature a déjà reçu un soutien unanime de notre comité. Nous serions vraiment honorés que vous acceptiez. Après avoir raccroché, Martin resta un long moment immobile, regardant par la fenêtre les flocons de neige danser dans le vent. Cette nomination, cette reconnaissance, semblait presque irréelle. Lui qui, pendant si longtemps, avait vécu en marge du monde, refusant toute interaction non essentielle, se retrouvait maintenant sous les projecteurs, célébré pour un acte qu'il avait accompli sans réfléchir, guidé simplement par l'empathie envers un animal souffrant. Il enfila son manteau et sortit dans la cour enneigée, se dirigeant vers le box de Lazare. Le cheval hennit doucement en le voyant approcher, sa robe noire contrastant vivement avec la blancheur immaculée qui l'entourait. « Tu ne vas jamais croire ce qui vient de se passer », dit-il en caressant l'encolure de l'animal. « On dirait que tu as fait de moi une célébrité. » Lazare le fixa de son regard profond, comme s'il comprenait parfaitement l'ironie de la situation. Martin convoqua ce qu'il appelait désormais mentalement l'équipe de Lazare, Jeanne, Henri de Villiers et Elisabeth Moreau, pour leur annoncer la nouvelle. Leur réaction fut unanime. Ils devaient accepter le prix. « C'est une opportunité incroyable pour le projet », souligna Elisabeth. « Pas seulement l'argent, mais aussi la visibilité. Ça pourrait inspirer d'autres initiatives similaires. » « Et tu le mérites », ajouta Jeanne, serrant sa main. « Ce que tu as fait pour Lazare, ce que vous faites ensemble maintenant pour tous ces patients, c'est extraordinaire, Martin. »« Je suis d'accord », intervint de Villiers. « Ce prix est une reconnaissance de ce que j'ai toujours su. Éclipse Noire, Lazare, est un cheval exceptionnel, et il a trouvé en vous un humain tout aussi exceptionnel. » Martin se sentit rougir sous ces compliments. Il n'était toujours pas à l'aise avec les éloges, mais il commençait à accepter que peut-être, juste peut-être, il avait accompli quelque chose qui méritait d'être reconnu. « D'accord », concéda-t-il finalement. « J'accepterai ce prix, mais à une condition, que vous veniez tous à la cérémonie. C'est autant votre réussite que la mienne. » Le jour de la cérémonie arriva plus vite que Martin ne l'aurait souhaité. Il se retrouva à Paris, dans une salle élégante remplie de personnalités du monde de la protection animale, des médias et de la politique. Portant un costume emprunté à Henri de Villiers, légèrement retouché pour s'adapter à sa carrure plus robuste, il se sentait terriblement déplacé parmi ces gens sophistiqués. « Détends-toi », lui souffla Jeanne, resplendissante dans une robe bleu nuit qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. « Tu es l'homme que tout le monde veut rencontrer ce soir. » « C'est bien ce qui m'inquiète, » marmonna-t-il, tirant nerveusement sur son col. La présentation de son travail fut accompagnée d'une projection vidéo montrant Lazare avec différents patients, capturant la magie de ses interactions. Des témoignages de famille, dont celle de Lucas, émaillaient le reportage, soulignant l'impact profond que le cheval avait eu sur leur vie. Quand vint le moment de monter sur scène pour recevoir le prix, Martin sentit ses jambes se dérober sous lui.
Ce fut Jeanne qui le poussa gentiment en avant, l'encourageant d'un sourire. « Martin Leroy », annonça la présentatrice, pour son extraordinaire dévouement envers Lazare, un pur sang maltraité qui l'a non seulement sauvé, mais transformé en un thérapeute à 4 pattes qui change des vies. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, tandis que Martin montait maladroitement les marches menant à la scène. On lui tendit un trophée en verre et une enveloppe contenant le chèque de la subvention, puis on l'invita à dire quelques mots. Il regarda la foule, soudain paralysé. Il n'avait pas préparé de discours, convaincu jusqu'au dernier moment qu'il ne gagnerait pas. Son regard trouva Jeanne, qui lui sourit avec encouragement, puis Henri et Élisabeth, qui hochèrent la tête en signe de soutien. Commença-t-il, sa voix résonnant étrangement dans le microphone. Je ne suis pas doué pour les discours. Je préfère la compagnie des chevaux à celle des humains, la plupart du temps. Un léger rire parcourut l'assistance, le mettant un peu plus à l'aise. Mais je suppose que c'est exactement pourquoi cette histoire a commencé. J'étais seul, enfermé dans ma douleur, quand j'ai trouvé Lazare. Ou peut-être qu'il m'a trouvé, je ne sais pas. Martin prit une profonde inspiration, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. L'émotion le submergeait, mais il devait continuer. « Je ne peux pas prendre tout le crédit pour ce qui s'est passé, » poursuivit-il. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, tendre la main à un être souffrant. C'est Lazare qui a fait le plus dur. C'est lui qui a trouvé la force de faire confiance à nouveau, malgré tout ce qu'il avait subi. Et c'est lui qui, chaque jour, apporte guérison et réconfort à des personnes qui en ont besoin. » Il s'arrêta un instant, cherchant ses mots. Ce prix, cette reconnaissance, ils appartiennent à Lazare et à toutes les personnes qui m'ont aidé à lui créer un nouvel avenir. Henri de Villiers, qui a eu la générosité de me confier ce cheval extraordinaire. Élisabeth Moreau, qui nous a ouvert les portes de l'équithérapie, et Jeanne. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'il prononça son nom. Jeanne, qui m'a rappelé ce que c'était que d'être vraiment vivant. Il y eut un moment de silence dans la salle, puis les applaudissements éclatèrent, plus chaleureux encore qu'auparavant. Martin quitta la scène avec soulagement, serrant maladroitement son trophée contre lui. La soirée se poursuivit par un cocktail où il dut serrer d'innombrables mains et répondre à des questions sur son travail avec Lazare. Il découvrit avec surprise qu'il n'était pas aussi difficile qu'il l'aurait cru de parler de sa passion, maintenant qu'il en avait trouvé une nouvelle. Des représentants d'autres centres d'équithérapie vinrent lui proposer des collaborations. Des journalistes demandèrent des interviews pour approfondir l'histoire de Lazare, et plusieurs personnes fortunées manifestèrent leur intérêt pour soutenir financièrement l'expansion de son projet. À un moment donné, Henri de Villiers le rejoignit, 2 coupes de champagne à la main. « Vous semblez submergé », dit-il avec un sourire compréhensif en lui tendant une coupe. « Venez, prenons un peu l'air. » Ils se retirèrent de sur une terrasse qui offrait une vue spectaculaire sur Paris illuminé. La nuit était froide, mais claire, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles tombées sur terre. « Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici », admit Martin, savourant la tranquillité momentanée loin de la foule. « Dans une soirée comme celle-ci, à Paris, recevant un prix. La vie nous réserve parfois d'étranges surprises, » répondit de Villiers en contemplant la ville. « Quand Éclipse Noire a disparu, j'ai cru que c'était la fin d'une histoire. Je n'aurais jamais imaginé que ce n'était que le début d'une autre, bien plus belle. » Martin hocha la tête, méditatif. « Je me demande parfois ce qui serait arrivé si je n'avais pas trouvé Lazare ce matin-là. Où je serais maintenant. Probablement toujours enfermé dans votre ferme, à fuir le monde, » répondit honnêtement de Villiers. « Et moi, je serais toujours à me morfondre sur la perte de mon cheval préféré, sans savoir qu'il avait trouvé une nouvelle vocation, plus noble encore que celle que j'avais imaginée pour lui. » Ils restèrent un moment en silence, laissant le brouhaha de la réception se perdre derrière eux. « Qu'allez-vous faire de la subvention ?» demanda finalement de Villiers. Martin avait beaucoup réfléchi à cette question. « Agrandir les installations d'abord. Nous avons une liste d'attente qui ne cesse de s'allonger. Et peut-être sauver d'autres chevaux. » De Villiers le regarda avec intérêt. « D'autres chevaux ? Oui, des chevaux maltraités, abandonnés, comme Lazare l'était. Leur donner une seconde chance et voir s'ils peuvent, à leur tour, aider des personnes en souffrance. »
Martin hésita avant d'ajouter. Élisabeth pense que les chevaux qui ont connu la douleur ont une sensibilité particulière envers la souffrance humaine. Que c'est peut-être ce qui rend Lazare si exceptionnel dans son travail thérapeutique. Une théorie fascinante, murmura de Villiers, et qui a du sens, d'une certaine façon. Ils furent rejoints par Jeanne, qui s'inquiétait de l'absence prolongée de Martin. « Tout va bien » demanda-t-elle en se glissant à ses côtés. « Parfaitement bien », répondit-il en lui souriant. « Je prenais juste un peu l'air. Et je parlais à Henri de projets d'avenir. » « Des projets qui incluent d'autres chevaux, apparemment, » ajouta de Villiers avec un clin d'œil complice. Jeanne sourit, pas vraiment surprise. « Je me doutais que tu ne t'arrêterais pas à Lazare. Tu as toujours eu un cœur plus grand que tu ne voulais l'admettre, Martin Leroy. Le retour à la ferme après cette soirée parisienne fut comme un retour à la réalité, mais une réalité transformée par les nouvelles possibilités qui s'ouvraient désormais. La subvention combinée aux dons promis lors de la soirée permettrait non seulement d'agrandir les installations existantes, mais aussi d'embaucher du personnel supplémentaire, et comme Martin l'avait évoqué, d'accueillir d'autres chevaux en détresse. Le premier arriva à peine quelques semaines après la cérémonie. Une jument baie d'une dizaine d'années, sauvée d'un propriétaire négligent par une association de protection animale. Elle était craintive et méfiante, rappelant à Martin l'état de Lazare lors de son arrivée, bien que ses blessures soient moins graves. « Elle s'appelle Étoile », expliqua la bénévole de l'association en déchargeant la jument du van. Elle a été utilisée pour la reproduction puis abandonnée quand elle a commencé à avoir des problèmes de santé. Rien de grave, mais son propriétaire ne voulait pas investir dans des soins vétérinaires. Martin observa la jument qui s'agitait nerveusement, les oreilles plaquées en arrière, les yeux roulants de peur. « Bonjour, Étoile », dit-il doucement, restant à distance respectueuse. « Bienvenue dans ta nouvelle maison. » Il avait préparé un box confortable pour elle, adjacent à celui de Lazare mais séparé par une cloison qui leur permettrait de se sentir sans se voir directement, évitant tout stress inutile pour la nouvelle venue. « Tu crois qu'elle s'adaptera ?» demanda Jeanne, qui était venue assister à l'arrivée d'Étoile. « Avec du temps et de la patience, oui, » répondit Martin. « Lazare m'a appris que même les âmes les plus blessées peuvent guérir, si on leur en donne la chance. » Les jours suivants furent consacrés à établir une routine rassurante pour Étoile, lui permettant de s'acclimater progressivement à son nouvel environnement. Martin passait de longues heures assis près de son box, lui parlant doucement, l'habituant simplement à sa présence sans exiger quoi que ce soit d'elle. Lazare, de son côté, semblait curieusement conscient de la fragilité de la nouvelle venue. Lorsqu'ils étaient dans des paddocks adjacents, il restait souvent près de la clôture qui les séparait, comme s'il montait la garde, hennissant doucement de temps à autre comme pour la rassurer. « C'est extraordinaire », commenta le docteur Perrin lors d'une visite de routine. « On dirait qu'il comprend exactement ce qu'elle traverse, qu'il essaie de la réconforter. »« Il le sait », affirma Martin avec conviction. « Il a vécu la même chose. Il se souvient de ce que c'est que d'être terrifié, perdu, sans savoir si on peut faire confiance. » À la surprise de tous, Étoile fit des progrès remarquablement rapides. En à peine 3 semaines, elle acceptait que Martin la touche, la brosse, et même lui mette un licol pour de courtes promenades dans la cour. Elle semblait particulièrement calme en présence de Lazare, comme si la sérénité du grand étalon noir était contagieuse. Elle pourrait être prête pour l'équithérapie plus tôt que prévu, suggéra Élisabeth lors d'une visite d'évaluation. Pas tout de suite, bien sûr, mais peut-être dans quelques mois. Elle a un tempérament doux sous sa peur, et elle semble avoir une sensibilité particulière. La ferme de Martin commençait à prendre une nouvelle dimension. Ce qui avait débuté comme un simple acte de compassion envers un cheval mourant se transformait en un véritable centre de réhabilitation et de thérapie. Des bénévoles venaient régulièrement aider aux soins des chevaux et à l'entretien des installations. Des experts en comportement équin offrirent leurs services pour évaluer les nouveaux arrivants et adapter leur réhabilitation. Un jour de printemps, alors que la ferme bourdonnait d'activités, une séance d'équithérapie avec Lazare dans le manège, des travaux d'agrandissement des écuries, Jeanne supervisant la plantation d'un jardin sensoriel pour les patients, Martin s'accorda un moment de calme, s'asseyant sur un banc à l'ombre d'un vieux chêne. Il observait sa propriété avec un mélange d'émerveillement et de gratitude.
Il y avait à peine un an, ces mêmes terres étaient silencieuses, mornes, imprégnées de sa solitude et de son chagrin. Maintenant, elles vibraient de vie, de rire, de hennissement, d'espoir. « À quoi penses-tu » demanda Jeanne en venant s'asseoir à côté de lui, essuyant ses mains terreuses sur son jean. « À tout ce qui a changé » répondit-il simplement. « À combien ma vie est différente maintenant ?» Elle suivit son regard, contemplant l'activité qui les entourait. « C'est une belle transformation. »« C'est grâce à Lazare, » dit Martin. « Sans lui, rien de tout cela ne serait arrivé. » Jeanne prit sa main dans la sienne, entremêlant leurs doigts avec une familiarité qui s'était développée au fil des mois. « C'est grâce à vous deux, » corrigea-t-elle doucement. « Tu as sauvé Lazare, et il t'a sauvé en retour. Et ensemble, vous avez créé quelque chose qui sauve d'autres vies, humaines et équines. » Martin médita ces paroles, reconnaissant leur vérité. Il avait cessé depuis longtemps de voir son acte initial comme anodin ou ordinaire. Il avait accepté que ce moment où il avait choisi de tendre la main à un cheval mourant avait été le point de bascule de sa vie. Le moment où il avait commencé à revenir des ténèbres dans lesquelles il s'était enfermé après la mort de Claire. « Je me demande parfois si elle peut voir tout ça, » murmura-t-il, exprimant pour la première fois à voix haute une pensée qui le visitait souvent. « Claire, si elle serait fière. » Jeanne serra sa main un peu plus fort. « Je suis sûr qu'elle le serait. Comment pourrait-elle ne pas l'être ?» Le silence s'installa entre eux, confortable et apaisant. Au loin, il pouvait voir Lazare sortir du manège, guidé par Élisabeth, un jeune patient marchant fièrement à ses côtés. Le cheval avançait d'un pas mesuré, adaptant sa démarche au rythme de l'enfant, attentif et présent comme il l'était toujours pendant ses séances. « J'ai pris une décision », dit soudain Martin, « pour le nom officiel du centre. » Jeanne le regarda avec curiosité. Ils avaient discuté de plusieurs possibilités ces dernières semaines, sans parvenir à un accord définitif. « Je voudrais l'appeler le refuge de Lazare », annonça-t-il. Simple, direct, et ça rend hommage à celui qui a tout commencé. Jeanne sourit, approuvant visiblement ce choix. « C'est parfait, un nom qui raconte une histoire, qui porte une promesse. »« La promesse d'une seconde chance », compléta Martin. Cette conversation fut interrompue par l'arrivée d'Henri de Villiers, qui avait pris l'habitude de venir à la ferme une fois par semaine, apportant souvent avec lui des équipements, des friandises pour les chevaux, ou simplement sa présence bienveillante et ses conseils avisés. « Je dérange » demanda-t-il en remarquant leurs mains jointes. « Pas du tout » l'assura Jeanne en se décalant légèrement pour lui faire de la place sur le banc. Martin vient juste de décider du nom du centre, le refuge de Lazare. De Villiers hocha la tête avec approbation. « Excellent choix, digne et significatif. » Il sortit de sa poche un petit objet qu'il tendit à Martin. « J'ai pensé que ceci pourrait vous intéresser. » C'était une médaille en bronze, visiblement ancienne, représentant un cheval au galop. « Elle appartenait à mon père », expliqua de Villiers. « Il l'a reçue pour ses services dans la cavalerie, pendant la guerre. Il disait toujours que les chevaux qu'il avait accompagnés pendant ces années terribles lui avaient appris plus sur le courage et la loyauté que n'importe quel humain. » Martin prit la médaille avec révérence, touché par ce geste. « Je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi personnel, Henri. »« Bien sûr que si, » insista doucement de Villiers. « Elle devrait être ici, dans un lieu où l'on honore ce lien spécial entre les humains et les chevaux. Peut-être pourriez-vous la placer à l'entrée du centre, comme une sorte de talisman protecteur. » Martin sentit l'émotion lui serrer la gorge. Ce geste symbolisait parfaitement la façon dont leur étrange trio, lui, de Villiers et Lazare, avait transcendé les circonstances de leur rencontre pour former une alliance basée sur le respect mutuel et l'amour partagé pour un cheval extraordinaire. « Merci », dit-il simplement, sachant que de Villiers comprendrait tout ce que ce mot contenait. Le printemps cédait progressivement la place à l'été, apportant avec lui une nouvelle énergie à la ferme. Les travaux d'agrandissement étaient presque terminés, créant un espace capable d'accueillir non seulement plus de chevaux, mais aussi plus de patients et de visiteurs. Un an jour pour jour après la découverte de Lazare, Martin se leva avant l'aube, comme il l'avait fait ce matin fatidique.
Le ciel commençait tout juste à se teinter de rose, et la fraîcheur matinale portait les promesses d'une belle journée de printemps. Il s'habilla silencieusement, laissant Jeanne dormir. Elle avait emménagé à la ferme quelques mois auparavant, apportant une douceur et une chaleur nouvelles à la vieille maison. Il sortit dans la cour, accueilli par Gaspard, son vieux chien, qui trottinait désormais avec une légère boiterie, mais gardait toujours un œil vigilant sur la propriété. Martin se dirigea directement vers l'écurie principale, où Lazare avait son box attitré. L'étalon noir était déjà éveillé, comme s'il attendait sa visite. Ses oreilles se dressèrent à l'approche de Martin, et il hennit doucement en guise de salutation. « Bonjour mon beau », murmura Martin en ouvrant la porte du box. « Tu sais quel jour on est aujourd'hui ?» Il passa un licol à Lazare et le guida hors de l'écurie. Au lieu de l'emmener dans l'un des paddocks, il prit le chemin qui menait vers la lisière du bois où il avait trouvé le cheval 1 an plus tôt. Lazare le suivait docilement, sa démarche souple et assurée contrastant fortement avec l'animal mourant qu'il avait été. Ils atteignirent l'endroit exact où Martin avait découvert Lazare gisant dans la boue. Aujourd'hui, l'herbe y poussait drue, parsemée de fleurs sauvages qui s'ouvraient aux premiers rayons du soleil. Rien dans ce paysage paisible ne trahissait le drame qui s'y était joué. Martin s'arrêta, laissant à Lazare une longueur de corde pour qu'il puisse brouter s'il le souhaitait. Mais le cheval resta immobile à ses côtés, comme s'il partageait ce moment de réflexion. « Ça fait 1 an, » dit Martin, sa voix à peine plus qu'un murmure. « 1 an que nos chemins se sont croisés, ici même. » Lazare tourna légèrement la tête vers lui, ses grands yeux sombres semblant comprendre la signification de ce moment. « Je venais de perdre Claire, puis Tempête. » Continua Martin, ressentant le besoin d'exprimer à voix haute ces pensées qu'il avait gardées pour lui pendant si longtemps. Je croyais avoir tout perdu. Je me contentais de survivre, jour après jour, sans but, sans espoir. Et puis je t'ai trouvé. Il caressa doucement l'encolure de Lazare, sentant sous ses doigts la vigueur de l'animal, si différente de la fragilité qu'il avait perçue ce premier jour. Tu étais mourant, mais tu t'es battu. Tu as choisi de vivre, malgré tout ce que tu avais subi. Et en te sauvant, c'est moi que tu as sauvé. Lazare frotta doucement sa tête contre l'épaule de Martin, un geste d'affection qu'il avait développé au fil des mois. Martin sourit, ému par cette connexion qui dépassait les mots. « Regarde ce que nous avons accompli ensemble », poursuivit-il, désignant d'un geste large la ferme qui s'étendait derrière eux, désormais transformée en un centre actif où d'autres chevaux trouvaient refuge et où des humains blessés venaient chercher guérison. Tout ça grâce à toi, grâce à ce moment où nos 2 souffrances se sont rencontrées. Ils restèrent ainsi un long moment, silencieux dans la lumière grandissante du jour. Puis, d'un commun accord, ils reprirent le chemin de la ferme où la vie quotidienne s'éveillait peu à peu. En approchant des bâtiments, Martin fut surpris de voir plusieurs voitures garées dans la cour, dont il ne reconnut pas immédiatement les propriétaires. Il fronça les sourcils, intrigué. Aucune séance d'équithérapie n'était prévue si tôt, et il n'attendait pas de livraison. En pénétrant dans la cour, il découvrit Jeanne qui l'attendait, vêtue d'une jolie robe simple, un sourire mystérieux aux lèvres. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, perplexe. « Une petite surprise » répondit-elle en venant l'embrasser, pour célébrer cette journée spéciale. Elle prit le licol de Lazare des mains de Martin et guida le cheval vers le manège extérieur. Martin les suivit, de plus en plus curieux. En arrivant près du manège, il comprit enfin. Une banderole était accrochée au-dessus de l'entrée, proclamant « Le refuge de Lazare, inauguration officielle ». Sous celle-ci, un petit groupe attendait. Henri de Villiers, élégant comme à son habitude. Elisabeth Moreau et plusieurs de ses collègues thérapeutes, le docteur Perrin, Pierre Dumont, l'appareil photo déjà en main. Et à la surprise de Martin, plusieurs des patients qui venaient régulièrement pour des séances d'équithérapie, dont Lucas, accompagné de ses parents. « Qu'est-ce que… » commença Martin, pris au dépourvu. « Nous avons pensé qu'il était temps d'officialiser tout ça », expliqua Jeanne en désignant le panneau en bois sculpté qui attendait d'être fixé à l'entrée de la propriété, portant le nom du centre et, en dessous, la silhouette élégante d'un cheval qui ressemblait beaucoup à Lazare. « On voulait marquer le coup »,
ajouta Henri de Villiers en s'approchant pour lui serrer la main. 1 an depuis ce jour qui a tout changé. Pour Lazare, pour vous, et finalement pour nous tous. Martin regarda autour de lui, submergé par l'émotion. Tous ces gens réunis, cette communauté qui s'était formée autour de son acte initial de compassion, dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. « Je ne sais pas quoi dire », avoua-t-il, la gorge serrée. « Tu n'as rien à dire », le rassura Jeanne en prenant sa main. « C'est juste un moment pour reconnaître le chemin parcouru et célébrer ce qui a été créé ici. » La cérémonie d'inauguration fut simple mais émouvante. Le panneau fut solennellement fixé à l'entrée de la propriété, chacun ayant l'opportunité de planter un clou, comme pour signifier sa contribution au projet. Même Lucas, habituellement réservé, s'avança avec détermination pour participer, encouragé par le regard bienveillant de Lazare qui observait la scène avec une dignité presque surnaturelle. Après l'installation du panneau, Élisabeth prit brièvement la parole pour souligner l'importance du travail accompli au refuge et ses perspectives d'avenir. Elle annonça notamment qu'un partenariat avait été établi avec plusieurs hôpitaux de la région pour intégrer l'équithérapie dans le traitement de certains patients, et que le refuge de Lazare servirait désormais de centre de formation pour de futurs équithérapeutes. Ce qui a commencé comme un acte isolé de sauvetage est devenu un modèle que d'autres cherchent à reproduire, conclut-elle, adressant un sourire reconnaissant à Martin. Henri de Villiers s'avança ensuite, portant une petite boîte qu'il ouvrit avec cérémonie. À l'intérieur se trouvait une plaque commémorative en laiton, destinée à être installée près du box de Lazare. À éclipse noire, devenu Lazare, lut-il à haute voix, dont la Renaissance a inspiré celle de tant d'autres. Puisse son histoire rappeler à tous que des ténèbres les plus profondes peut jaillir la lumière la plus vive. Martin sentit les larmes lui monter aux yeux, touché par la beauté simple de ces mots qui capturaient si parfaitement l'essence de leur aventure commune. La cérémonie se termina par un moment particulièrement émouvant lorsque Lucas, encouragé par sa thérapeute, s'avança pour lire un court poème qu'il avait écrit pour Lazare. Sa voix, habituellement hésitante, se fit claire et assurée tandis qu'il partageait les mots qui exprimaient ce que le cheval représentait pour lui. Un ami silencieux qui comprenait sa différence sans exiger qu'il change. Une présence apaisante dans un monde souvent trop bruyant et chaotique. Après cette lecture, un petit déjeuner champêtre fut servi dans le jardin nouvellement aménagé. L'atmosphère était détendue et joyeuse, chacun partageant anecdotes et souvenirs de l'année écoulée. Martin observait cette scène avec un sentiment de plénitude qu'il n'avait pas connu depuis bien longtemps. Jeanne vint le rejoindre, glissant son bras sous le sien. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Mieux que bien », répondit-il en l'attirant contre lui. « Je n'aurais jamais cru possible de ressentir à nouveau ce genre de bonheur. Pas après Claire. » Elle appuya sa tête contre son épaule, comprenant la profondeur de cet aveu. « Elle aurait été heureuse pour toi. Pour tout ça. »« Je le crois aussi, » dit-il, et il le pensait vraiment. La douleur de la perte de Claire ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle avait trouvé sa place dans son cœur, coexistant désormais avec de nouvelles joies, de nouveaux liens. Plus tard dans la journée, alors que les invités commençaient à partir, Martin s'accorda un moment seul avec Lazare. Il emmena le cheval dans le paddock le plus éloigné, celui qui offrait une vue panoramique sur toute la propriété et les collines environnantes. Le soleil descendait lentement vers l'horizon, baignant le paysage d'une lumière dorée qui rappelait à Martin cette première soirée où il avait veillé sur Lazare mourant dans la grange, lui promettant qu'ils s'en sortiraient tous les deux. « Nous nous en sommes sortis, n'est-ce pas ?» murmura-t-il en caressant l'encolure du cheval. « Bien mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. » Lazare tourna la tête vers lui, son regard profond semblant refléter une sagesse ancienne. Puis, dans un geste qui surprit Martin par sa soudaineté, il s'éloigna de quelques pas et se mit à galoper librement dans le paddock. Martin l'observa, admirant la puissance et la grâce de ses mouvements. Il n'y avait plus rien dans cette silhouette majestueuse qui rappelait le cheval brisé d'il y a 1 an. Lazare était devenu l'incarnation même de la résilience, de la capacité à transcender la souffrance pour trouver une nouvelle raison d'être. Tandis que le cheval noir traçait des cercles dans la lumière déclinante, Martin sentit une présence à ses côtés. Jeanne l'avait rejoint silencieusement, et ensemble,
ils contemplèrent ce spectacle hypnotique. « C'est incroyable, » dit-elle doucement. « Quand on pense à l'état dans lequel tu l'as trouvé, la vie est étrange, » répondit Martin, reprenant inconsciemment les mots qu'il avait adressés à Lazare des mois plus tôt. Parfois, il faut perdre beaucoup pour apprendre à apprécier ce qui reste. Et parfois, quand on s'y attend le moins, la vie nous offre une nouvelle chance. Jeanne glissa sa main dans la sienne, et ils restèrent ainsi, unis dans la contemplation de ce miracle ordinaire. Un cheval qui courait librement sous le ciel du soir, portant en lui l'histoire de sa propre résurrection et de toutes celles qui l'avaient inspiré. Dans l'air calme du crépuscule, Martin se sentit envahi par une certitude profonde. Quelles que soient les épreuves que la vie lui réserverait encore, il les affronterait avec courage, enrichi par cette leçon inestimable que Lazare lui avait enseignée. Même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière peut surgir, inattendue et transformatrice. Et tandis que Lazare ralentissait enfin sa course pour revenir vers eux, sa robe noire luisant comme de l'ébène poli dans la lumière mourante, Martin eut l'impression fugace que le cheval lui souriait, comme pour lui confirmer que oui, ils avaient accompli ensemble quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui continuerait à rayonner bien au-delà d'eux-mêmes, touchant des vies qu'ils ne connaîtraient peut-être jamais, comme des ondes se propageant à l'infini à partir de ce moment unique où un homme brisé avait tendu la main à un cheval mourant, et où deux âmes blessées avaient commencé ensemble le long chemin vers la guérison. « Merci, Lazare », murmura Martin, sachant que ces simples mots ne pourraient jamais exprimer pleinement l'ampleur de sa gratitude. Le cheval s'arrêta devant eux, majestueux et serein, puis inclina légèrement la tête, comme s'il acceptait ce remerciement au nom de tous ceux qui, comme lui, avaient trouvé au refuge une nouvelle raison de vivre. Et dans ce geste simple résidait peut-être la plus grande des magies, celle qui transforme la souffrance en compassion, l'isolement en connexion, et la fin d'une histoire en commencement d'une autre, infiniment plus belle et plus riche que tout ce qu'on aurait pu imaginer, car c'était bien cela, le véritable miracle de Lazare. Non pas simplement qu'il ait survécu contre toute attente, mais que sa survie ait créé un espace où d'autres miracles devenaient possibles, jour après jour, dans la danse délicate et profonde entre les humains blessés et les chevaux qui les comprenaient sans mots. Sous le ciel qui s'assombrissait doucement, parsemé des premières étoiles, Martin serra la main de Jeanne un peu plus fort, ancré dans ce présent parfait, un moment suspendu entre un passé douloureux désormais accepté et un avenir ouvert à toutes les possibilités. Et il sut, avec une clarté cristalline, que quoi qu'il arrive ensuite, il porterait toujours en lui la leçon essentielle de Lazare. Même dans les moments les plus sombres, il suffit parfois d'un acte de compassion, d'une main tendue vers un autre être souffrant, pour que l'incroyable devienne possible.